tout le monde, merci pour votre présence si chaleureuse. Merci d'être si fort nombreux aujourd'hui. Honorés nous sommes en tant que membres de l'association AKT de vous recevoir tous. Ces membres de l'association AKT, Association Kabyle de Toulouse, qui ont pris cette majestueuse initiative d'inviter une grande femme, une femme si chère à la culture berbère, qui a offert son corps et son âme pour son identité, qui est une encyclopédie de savoir sur le monde nord-africain. Cette femme qui va nous éclaircir aujourd'hui un thème sur l'écriture, sur la graphie berbère, une femme qui a engagé sa plume contre la violence, l'oppression, le déni des nations, le déni des identités. Cette femme, c'est Madame Nassera Abrous, qu'on remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Merci Nassera de nous avoir accordé cette chance de vous écouter de près, cette chance de partage, merci de nous accorder cet instant de partage, de savoir, de lutte, de combat. Vous allez nous bercer dans votre univers de combat pur et propre, afin de pérenniser ce que vous possédez, ce que nous possédons tous, c'est notre identité, c'est notre culture. Merci à Nassera, merci à vous pour votre présence. Si vous me le permettez, avant de passer la parole à notre chère conférencière, je vais vous citer une biographie de notre chère conférencière pour les gens qui ne la connaissent pas. Donc, Nassera Abrous, qui est née à Tagmoutazouz en Kabylie, s'investit dans la recherche sur la sociolinguistique, l'aménagement et la didactique sur la langue berbère. Elle a fait partie du premier contingent d'enseignants qui ont participé au lancement des classes pilotes de Tamazight dans les régions berbérophones. Elle exerçait alors comme professeure de français dans un lycée de région F Douala. L'expérience à laquelle elle prenait part représentait pour elle un terrain adéquat car elle poursuivait ses recherches de 3e cycle au département de langue et culture Amazigh à l'université de Mouloud Mamri à Tizi Ouzou. Elle avait alors amorcé un projet en didactique de Tamazight langue maternelle. À la mi-septembre 1995, Nassera était affectée au lycée Femme Soumel à Tizi Ouzou pour encadrer les classes pilotes, classes de terminale. Parallèlement, elle a dispensé un cours bi-hebdomadaire de langue et littérature, 2e niveau. Actuellement, elle mène un travail de coordination de la recherche internationale au CNRS, Centre national de recherche scientifique, qui est une grande institution de laboratoires et de chercheurs. Elle travaille dans les outils numériques de l'information scientifique, dans son domaine de spécialisation, le gender. Elle met en réseau les programmes de recherche avec les bases de données spécialisées et les espaces de diffusion dédiés à la science. En parallèle, Nassera fait de la recherche dans les études berbères, précisément en sociolinguistique et en sociodidactique du berbère dans le nord de l'Afrique. Elle a écrit de la poésie, des nouvelles et des essais en kabyle et en français. Et d'ailleurs, la plupart de ses écrits en Tamazight, en berbère, on peut les trouver sur le site imyourab.net. Et ses écrits en français, on les trouve notamment dans le site temazra.net. Je ne peux passer à autre chose sans citer une de ces nouvelles que j'ai tant admirées, que j'ai lues et relues, qui est intitulée Le pont et un pas, que Nassera a publié dans la revue Convergence à côté des écrits d'André Chenet, Albert Hanor, Cristina Castello et ainsi d'autres écrivains. Et ce qui est attirant et qui valorise d'un blog nommé Nen Urens Trveiliz, qui est un florilège qui répertorie les écrivains d'expression kabyle, des peintres aussi, dont les thématiques sont directement puisées dans le vécu berbère. Elle est connue aussi pour son intense contribution avec le monde associatif qu'elle aide à monter des conférences, des tables rondes,
sur les savoirs berbères. Vertueuse de la langue, auteure des écrits extrêmement divers, Nassira est aussi bien l'écrivaine de l'engagement et de dévouement fanatique et fidèle à sa culture que celle de la passion amoureuse. Voilà une petite biographie de notre chère conférencière. Avant de lui céder la parole pour débuter notre conférence, je tiens à citer les raisons de ce thème, les raisons de cette conférence, pourquoi exactement cet événement, pourquoi plus exactement ce thème de la graphie berbère. Le choix de la graphie est un volet important pour asseoir une langue, car l'écrit est indissociable de son développement et de sa pérennisation. L'écrit et l'enseignement sont deux piliers incontournables pour le développement et l'épanouissement d'une langue, d'où l'importance du choix d'une graphie pour sa propre langue, notamment le système le plus économique, le plus favorisé par l'opinion publique et le système qui sera plus facile à adopter à la structure de la langue. Aujourd'hui, le débat continue. La question de la graphie à adopter pour écrire Tamazight est devenue l'objet de polémiques entre les usagers de ces trois graphies suivantes. Le Fifina, comme alphabet authentique attesté dans les inscriptions libyques depuis l'Antiquité, l'alphabet arabe, suite à l'arrivée des Arabes à la fin du VIe siècle, le latin dès la fin du XVIIIe siècle. Un événement qui va nous donner des repères sur le vécu de la langue berbère, mais aussi dans son rapport avec les institutions qui constituent justement une rupture très claire avec les traditions un peu folkloriques. Après tout, la langue est l'affaire de tous, mais surtout l'affaire des spécialistes. Je cède alors la parole à notre chère conférencière, Madame Nassira Adrous, qui va nous retracer les avancées de ce qui est apporté en la matière. تنمية أفطار تنميتك سملالارد سيد قبيليت سملالارد تموسنيا سملالارد مشرك تموسنيا طاف موسنيا الوان كي تتوالي أدناوي غوال غفاي نك فاي تمسلايين يعني تقبيليت. Je ferai la conférence en français. Ce sont des mots introductifs symboliques. J'espère qu'à l'avenir, on pourra faire des conférences entières. Si. Oui, des conférences entières en langue berbère. La dernière fois, j'ai été conviée à modérer une rencontre intitulée Imazir Nassar, berbère aujourd'hui. Il était question d'enjeux géopolitiques, d'enjeux vitaux, de cela soit sur un plan purement politique ou vital, les questions de la pérennité et de la permanence dans le monde berbère sont aujourd'hui au cœur du débat. Il est vrai qu'un thème sur le passage à l'écrit, à ce regard, passerait pour un thème plutôt secondaire, même si dans les milieux universitaires, dans les sphères académiques, c'est un débat qui a sa place, il est au cœur du débat. Seulement, chaque débat a sa place. Le grand public a besoin de réponses, a besoin d'avoir une visibilité ou du moins un état des lieux sur l'avancement du débat sur cette notion de passage à l'écrit. Et pourquoi on dit passage à l'écrit, on ne dit pas uniquement écriture? Parce que si on parle de passage à l'écrit,
On peut penser aussi à la production littéraire. On peut penser à l'écriture journalistique, on peut penser à toutes ces petites expériences individuelles et collectives d'écriture qu'on pourrait aussi qualifier de passage à l'écrit. Et c'est un débat aussi qui date des années 70, avec les premiers travaux de Mouloud Mamri, qui s'est inscrit dans un travail universitaire. C'est aussi le cas des travaux de Salem Chaker, qui tous les deux se sont investis dans un travail extra-institutionnel, c'est-à-dire en dehors des pays d'origine comme l'Algérie et le Maroc. Donc ça nous balance un petit peu d'un espace à un autre. Celui du passage à l'écrit concernant la production écrite en elle-même et la notion d'écriture et de langue sur un plan technique. Nous situons aussi ce débat au sein d'une grande dynamique, c'est celle des langues minorées, langues minorisées. Hein, le berbère n'est pas le seul à affronter cette situation, même si ce ne sont pas toujours des situations identiques, mais des langues minorées qui sont marginalisées ou bien qui se situent en dehors des expériences institutionnelles des États. Les exemples sont fort nombreux. C'est le cas du catalan, c'est le cas du kurde, c'est le cas d'autres langues qui maintenant sont des langues officielles d'État, mais qui ont eu besoin aussi d'intervention pour les aménager, pour les arranger. Mais on reste dans notre petit domaine, celui qui nous intéresse, c'est celui du berbère. Et j'aurai à faire des comparaisons quand cela sera nécessaire. Mais sur un plan personnel, pourquoi est-ce que aussi je suis amenée à réfléchir sur des questions plutôt que d'autres? J'ai été interpellée aussi, comme beaucoup de jeunes à l'époque, dans les années 80, à l'époque où j'étais au collège, ensuite au lycée, à ces notions d'écriture de la langue, qui étaient pour moi d'abord, avant que je ne sois suffisamment politisée ou académisée pour réfléchir profondément sur ces questions, je me posais quand même des questions. Hein. Je n'ai pas attendu d'être universitaire ou militante pour le faire. J'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup d'ouvrages et je suis tombée sur beaucoup de notions sur l'écriture. Les premiers ouvrages sur lesquels je suis tombée, ce sont les ouvrages de Mohamed Saïd Boulifa, le fichier de documentation berbère. C'est quoi le fichier de documentation berbère? C'est une série de périodiques qui a été produite par la communauté des Pères Blancs, qui se sont fixés pour objectif la collecte, la fixation, la transcription du patrimoine oral des régions dans lesquelles ils étaient, à savoir la Kabylie. Donc j'ai été très vite confrontée à ces ouvrages-là et je me posais aussi des questions. Je voyais une écriture latine assez particulière, mais ce qui m'intéressait à l'époque, il y avait d'ailleurs une très très belle monographie de mon village d'origine, Tagmuntazouz, qui a été produite par le père Genevois, qui est une très très belle source ethnologique, historique pour le village. Il y a d'autres régions comme Atiani, comme Jmal Sarich, qui disposent aussi d'une monographie. Pourquoi je pars de là? C'est pour voir un petit peu, c'est pas pour vous envoyer très loin dans cette petite expérience personnelle, mais pour vous montrer un petit peu comment est-ce que le rapport des Berbères et des Kabyles en particulier à l'écriture de leur langue a changé d'une période à une autre. C'est très facile de dire latin, tifinagh, de se positionner, mais il y a aussi tout un parcours. Quelques années après, quand j'ai commencé à fréquenter les milieux militants et à obtenir des documents issus de l'Académie berbère, c'était l'époque où j'ai découvert le tifinagh. Et bien sûr, on l'appelait tifinagh, bien sûr, ce qui est très courant, c'est qu'on s'approprie les appellations et on dit toujours qu'on peut leur donner une explication en kabyle, et on disait tifinagh, on était très fiers et heureux de le savoir, mais ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas la bonne explication. Ça vient du phénicien, entre autres, hein, il y a beaucoup d'explications, mais en tout cas, ce n'est pas tifinagh. Ce qui était important pour nous, c'était de découvrir des caractères tout à fait particuliers
qu'on nous disait garder chez les Touaregs. Donc je m'abstiens de toute utilisation trop académique des caractères, les libyques, les différentes variantes du libyque qui ont été découvertes dans le Sahara. Je vous parlerai tout simplement de Tifinagh, puisque nous sommes dans un cadre grand public. C'était les documents de Bessaoud Mohamed Araf et de l'Académie berbère, à travers son bulletin qu'il arrivait à faire passer en Kabylie. Et puis, pour ceux qui se rappellent et qui étaient peut-être en Kabylie, j'en vois quelques-uns qui étaient là-bas, et qui peut-être ont vu le fameux calendrier violet écrit en Tifinagh avec un Touareg dessus. C'était le premier contact avec les caractères Tifinagh. Et dans ma petite tête, j'ai basculé tout de suite vers ce Tifinagh parce qu'il était porteur de beaucoup de symboles. D'abord, c'était un aspect qui me livrait beaucoup d'informations et à travers lequel j'ai pu accéder à l'histoire, à l'ethnologie et beaucoup de contes et de proverbes écrits en caractère latin. Tout de suite après, j'ai été catapultée dans un monde de caractère Tifinagh qui me mettait très vite dans le bain, hein. Je n'ai pas mis beaucoup de temps, et c'était le cas pour beaucoup de notre génération qui étions à l'époque au collège, puis après au lycée. Donc maintenant, on a le devoir de se situer en dehors de l'expérience personnelle, pas uniquement en tant que personne, mais en tant qu'organisme universitaire et aussi institutionnel, puisque nous assistons à l'introduction de l'enseignement du berbère en Algérie, puis au Maroc. Nous avons affaire à des expériences particulières. Donc, je vous livre un petit peu les informations concernant les usages graphiques. Seulement, nous avons affaire à une diversité de pratiques, à une diversité d'usages, à une diversité de pratiques institutionnelles. Donc, le travail de toute la génération qui a travaillé de façon extra-institutionnelle a diffusé, Mamri, Chaker, Achab, entre autres, ont diffusé les caractères latins à travers le périodique Tefsouz. Les autres milieux culturalistes ou berbéristes qui suivaient l'avancée de l'écriture dans les milieux kabyles s'initiaient de leur côté au latin tout en gardant leurs petites pratiques. Parce que dans le monde du Souss, au Maroc, la pratique de l'écriture du berbère remonte au Moyen-Âge, avec les premiers manuscrits à caractère religieux, mais c'était, et ça allait rester, une pratique très très restreinte liée au milieu religieux des cadis, des imams, qui écrivaient des textes traduits ou bien qui notait le résultat d'une interprétation qu'on appelle tafsir, voilà, en berbère. Dans le monde mozabite également, nous avons une tradition d'écriture en caractère arabe, mais bizarrement, ces notions n'ont pas été diffusées parce que les berbères n'ont jamais été scolarisés de façon officielle dans leur langue. Ce qui a permis aussi, comme ce sont dans des milieux religieux, ça a permis de les maintenir, mais d'un autre côté, ils n'ont pas été diffusés et ça a permis à d'autres traditions de s'installer. Je tiens à souligner aussi, pour les caractères latins, que les instituteurs indigènes, issus de l'école normale d'Instit, ont diffusé une pratique en caractère latin à travers les écrits comme ceux de Mohamed Saïd Boulifa, Belkacem Ben Sedera. Ils avaient leur propre écriture, hein. Ce n'est pas l'écriture en caractère latin que nous connaissons actuellement, mais maintenant le monde berbère est confronté à plusieurs choses liées à cette notion de codification. C'est quoi une codification? Quand vous étudiez une langue, vous vous référez à une grammaire, on vous dit voilà, il faut le Becherel, il faut le Grevis, il faut des références codifiées, c'est ce qu'on appelle la codification, c'est-à-dire fixer un système graphique, une ponctuation, un mode d'usage de la conjugaison, c'est-à-dire maintenir la régularité, c'est-à-dire fixer. Et qu'est-ce qui transmet cette codification? Ce sont les outils d'enseignement. Donc, est-ce que la langue berbère est à même
d'être en compétition avec les autres langues si elle ne se donne pas les possibilités de cette codification. Cette notion de codification, elle rentre dans un domaine qui s'appelle l'aménagement linguistique. C'est quoi l'aménagement linguistique? C'est un domaine à travers lequel on intervient sur la langue. On intervient sur la langue d'un point de vue d'abord officiel, institutionnel, ça s'appelle aménagement du statut. Dans une deuxième phase, ou bien en parallèle, les opérations peuvent s'imbriquer, on intervient sur ce qu'on appelle le corpus, c'est-à-dire la langue en elle-même. Mais quelle est la réalité de la langue berbère? Comme le note Salem Chaker, depuis les années 80, la notion de langue berbère n'a pas d'existence physique, réelle, vérifiable et complète. Il y a ce qu'on appelle les parlers berbères, les dialectes berbères que tous vous connaissez, le kabyle, le chaoui, le mozabite, le chlef, le touareg, et bien d'autres micro-parlers que peut-être qui ne sont pas beaucoup connus, comme le Zenaga, comme les parlers de Ouargla. Ce sont des parlers qui sont en déperdition. Donc on revient en boucle au passage à l'écrit, c'est-à-dire que des parlers sont en train de se perdre parce qu'il n'y a pas de transmission. C'est quoi les premiers outils de transmission d'une langue avant l'école? C'est le foyer. Dans les conditions actuelles du monde berbère, qui a changé de mode économique, de mode de fonctionnement, de configuration sociale. Le monde berbère ne fonctionne plus vraiment comme il fonctionnait à l'époque, dans les années, jusqu'aux années 50, on peut dire même avant la guerre de libération ou avant même les mouvements nationaux en Algérie, au Maroc, mais aussi en Libye. Donc les systèmes sociaux ont changé. Cette langue peut perdre de sa vitalité parce qu'il est très facile d'entendre par-ci et par-là. C'est grâce à nos mères et à nos grands-mères que cette langue a survécu. Est-il toujours possible? Non, parce que les femmes vont travailler, les enfants sont confiés à des modes de garde, la langue berbère n'est pas encore une langue de pouvoir ni une langue d'État pour pouvoir être transmise dans ces institutions à laquelle on confie nos enfants. Donc, ce qui fait finalement du passage à l'écrit et de la fixation, de la codification de la langue, mine de rien, ça fait quelque chose d'urgent. On officialise une langue au Maroc. La langue berbère est officielle depuis 3 ans. En Algérie, langue nationale uniquement. Et puis encore, si elle devient langue officielle, faudrait-il que les moyens d'implémentation sociale lui soient octroyés. C'est quoi les moyens d'implémentation sociale? C'est tous les outils qui vont lui permettre de rentrer dans le domaine public. Une langue, c'est une langue de communication qui va dans le domaine public, qui va dans la presse, qui est utilisée dans les milieux universitaires aussi. Donc, l'aménagement du statut de la langue ne suffit pas. Il faut que la langue soit aussi codifiée et aménagée au niveau du corpus, c'est-à-dire au niveau de la langue elle-même. Donc, on parle d'expérience extra-institutionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Toute cette avancée, tout ce que vous arrivez à lire, ce que vous connaissez comme production littéraire, j'ai dans l'assistance des gens qui enseignent, comme Bassine Karkal, Hallem qui enseigne et qui a produit aussi du théâtre et des nouvelles, et d'autres peut-être que je n'identifie pas, et qui le font aussi. Donc l'expérience de la production existe, mais maintenant, où on en est sur le plan officiel, pour que ce passage à l'écrit ait vraiment les moyens de perdurer, c'est aussi de lui donner les moyens.
parce que, connaissant les nouvelles vagues d'écrivains et discutant de façon assez régulière avec eux, si on dit à quelqu'un, bon là vous n'avez pas très bien écrit, on peut me dire, qui c'est qui a fixé les notions d'écriture? Certes, les travaux de Mamry et les travaux de Chaker et du Centre de recherche berbère ont été bien suivis au niveau des recommandations qui ont été faites, mais maintenant l'environnement politique change, les États, que ce soit au Maroc ou en Algérie, décident aussi de mener leur propre expérience et de dire, après tout, nous aussi on peut faire, on officialise une langue, on peut faire. Donc je vais vous relater brièvement ce qui a été fait au niveau des États, du moins, qui ont intégré, pour ne pas parler d'officialisation, puisque pour l'Algérie, on n'y est pas encore. Donc pour les pays qui ont décidé d'intégrer, du moins partiellement, la langue berbère sur le plan institutionnel. Je commence par l'Algérie parce que sur le plan chronologique, le berbère a été introduit à l'école en Algérie en 1995 à travers une série d'opérations classe pilote qui ont été ouvertes dans les régions berbérophones. Le plus grand nombre de classes ont été ouvertes en Kabylie au prorata du nombre d'enseignants qui se sont présentés aussi, mais c'est aussi lié à la configuration du mouvement culturel berbère, de la grève du cartable qui a été menée par la Kabylie. Là, je vous situe très très vite dans ce qu'on appelle la demande sociale. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi dans les milieux de la linguistique, c'est-à-dire on offre ce produit aux gens qui l'attendent. Mais politiquement, on peut avoir d'autres lectures. Il y a maintenant des régions en Algérie où cet enseignement a disparu. Dans le monde mozabite, il n'y a plus d'enseignement de berbère. En région Chaoui, il reste quelques postes. Mais avant de faire le point sur l'enseignement, à travers l'écriture, j'aimerais bien parler des choix institutionnels en Algérie. Les premières expériences justement de stage et de formation pour les enseignants ont été faites dans plusieurs caractères. Les Mozabites ont reçu leur formation en caractère arabe, les Touaregs en caractère tifinagh, les Kabyles en caractère latin. Comme ils étaient très nombreux, ça fait aussi un usage à dominante kabyle, puisqu'il y a eu plus de classes qui ont été ouvertes en Kabylie, et l'usage des caractères latins en Kabylie est effectué à 100% dans les classes où l'enseignement de berbère se fait. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Puisqu'en parlant de l'institutionnalisation, il y a un discours qui a accompagné cette institutionnalisation. On parle de langue de tous les Algériens, langue berbère patrimoine national. Et d'un autre côté, on ouvre des classes d'enseignement dans des régions berbérophones. Et incidemment, insidieusement, l'État algérien reconnaît, l'administration reconnaît que chaque dialecte a sa propre transcription. Ce qui nous met dans une situation institutionnelle en Algérie de ce qu'on appelle la polygraphie. Hein, en Kabylie, on produit en caractère latin, et dans les autres régions où reste un peu d'enseignement, ils sont libres de choisir les caractères qu'ils veulent. À travers l'évolution, je vous le dis rapidement, de l'étude des manuels scolaires à laquelle je me suis consacrée il y a quelque temps, j'ai vu disparaître très très vite les caractères tifinagh des manuels scolaires. Au début, la compétition se situait entre le caractère latin et le caractère tifinagh dans tous les supports pédagogiques en Algérie, mais très très vite, on voit la disparition des caractères tifinagh, même des couvertures de manuels scolaires. Avant, on les a laissés au moins sur les premières et les quatrièmes de couve des manuels scolaires. Maintenant, même cette existence symbolique a disparu. Donc, qu'est-ce qui a été maintenu? C'est la compétition que je ne qualifierai pas, mais je vous laisserai le soin d'en juger et que vous me direz, j'espère, à travers le débat,
entre le latin et les caractères arabes à travers les outils d'enseignement. C'est-à-dire que dans cette expérience institutionnelle d'enseignement, on confie la confection des manuels scolaires à des enseignants qui le font en caractère latin, puisque ce sont des groupes, des ateliers d'enseignants kabyles, et le ministère de l'Éducation nationale se charge de sa retranscription en caractère arabe. Donc nous avons affaire à un manuel doublé, c'est-à-dire où il y a une partie en caractère arabe et une partie en caractère latin, ce qui peut paraître étonnant dans cela. À qui s'adresse cette transcription arabe? Puisqu'on a dit qu'il y a une déperdition d'effectifs dans les autres régions, y compris ceux qui ont choisi d'écrire en arabe comme les Moussavides. Cet enseignement n'existe plus. Donc nous avons une ambiguïté au niveau du positionnement de l'État dans le choix des caractères. Ça révèle aussi un autre problème. C'est que l'enseignement a été introduit en 1995, la langue est nationale depuis 2004, mais nous ne disposons d'aucune structure académique purement universitaire qui est chargée de l'aménagement de la langue. L'aménagement de la langue pose sur le plan universitaire un vrai problème, mais politiquement, il n'y a pas, il n'y a ni promesses, ni pas qui sont faits pour faire avancer cette langue et lui donner vraiment les moyens d'avancer. Que ferait une opération d'aménagement? Soit nous avons deux alternatives, deux choix plutôt. Soit on prend un dialecte au détriment des autres. On prendrait, comme l'ont fait d'autres langues, plutôt le dialecte qui est démographiquement plus représentatif, au détriment des autres, à qui bien sûr ça ne va pas plaire. Et bien sûr, pendant toutes ces années de lutte, j'ouvre une parenthèse, les slogans étaient Tamazir Dilakul. On ne disait pas Kabyle Dilakul ou Tachawis Dilakul. Donc, il y a un mythe de la langue berbère qui s'est construit autour de la revendication culturelle. Il y a une réalité socio-linguistique, culturelle et politique qui nous livre d'autres informations. Et cette opération d'enseignement aussi qui reconnaît indirectement l'état de fragmentation de la langue berbère. Ça, c'est le cas en Algérie. Donc l'État n'a pas choisi de dialecte, mais n'a pas choisi non plus de créer un standard berbère, ce qu'on appellerait aussi une koinée, c'est-à-dire, j'oserais dire, fabriquer une langue à partir de nombreux dialectes existants pour arriver à faire une langue standard et égaler les autres langues, dire la langue arabe, la langue française, la langue berbère. Seulement les réalités, dans les classes d'enseignement, les profs enseignent en kabyle, des textes issus de productions littéraires notés en caractère latin qui se fait également en caractère latin. Donc il y a des discours, il y a des pratiques, il y a aussi le non-positionnement de l'État. Là, c'était le point sur l'Algérie. Je reviens sur le Maroc. Très très vite, le Maroc a réglé la question de la graphie. Ils ont adopté la graphie tifinagh dès l'institutionnalisation de la langue berbère. Seulement, de nombreuses ressources de documentation et de témoignages lors des terrains que j'ai effectués au Maroc, j'ai fini par comprendre que le choix n'a pas été aussi simple que ça. Il y a eu de nombreux tiraillements pour choisir cette graphie. Et les latinistes étaient fort nombreux. Ils voulaient que le berbère soit noté en caractère latin, puisque de nombreuses expériences existent au Maroc aussi, surtout dans les milieux militants.
a commencé par les années 60. Ceux qui souhaitent écrire en caractère arabe, et au Maroc, ce sont les plus nombreux. Pourquoi? Parce que la tradition de l'écriture du berbère en caractère arabe était fort importante. Là encore, même s'il s'agit de caractère arabe, l'État marocain n'a pas opté pour ces caractères-là. Parce que les tendances islamistes, arabistes ou autres exerçaient une pression sur les milieux qui présidaient à ce choix. C'était le conseil d'administration de l'IRCAM, l'Institut pour la Mazirité, Institut royal pour la Mazirité au Maroc. Donc ils ont très vite opté pour le tifinagh pour mettre fin à la polémique et à la controverse qui devenait très importante. Seulement aussi, la collecte de documents littéraires, des documents universitaires également et d'autres sources de communication nous parviennent régulièrement du Maroc. Elles sont produites dans quel caractère, à votre avis? Elles sont produites en caractère latin. De nombreux écrivains, y compris dans les régions qui étaient partie prenante de l'écriture en caractère arabe, le Souss, beaucoup d'écrivains chleuh comme Akounad, Brahim Nasri et d'autres écrivent en caractère latin. Donc, on se poserait des questions sur l'intérêt de choix institutionnels quand ceux-ci ne cherchent pas à s'accommoder des réalités du domaine, c'est-à-dire des réalités socio-linguistiques, puisque ces rebondissements révèlent une permanence dans la société berbère, malgré les verrouillements, malgré tout un arsenal médiatique au service de l'institution, révèle une permanence au niveau de ces choix-là. Aussi, les expériences institutionnelles de ces deux pays, au niveau de la standardisation, j'avais parlé de codification de la graphie, c'est-à-dire choisir une graphie, lui faire une ponctuation et la fixer, la transmettre, relever de la codification. Ce terme a été introduit dans les années 60 pour parler de fixation des langues qui souhaitent être transmises dans des cadres scolaires et officiels et pour permettre aux gens un usage commun efficace. Je parlais de standardisation aussi, c'est-à-dire quand on standardise une langue, on essaye d'aboutir de façon convergente à un parler qui va servir de langue berbère. La répartition de la langue berbère dans le nord de l'Afrique ne se fait pas par État. On ne parlerait que par erreur de berbère du Maroc et de berbère d'Algérie. Cette langue se subdivise différemment, elle se subdivise de façon géographique. On parlerait plutôt de berbère du nord et de berbère du sud sur le plan des différences phonétiques, lexicales, de toute possibilité d'intercompréhension, ce qui remet en question la notion très, disons, très politique, puisqu'on parle d'État. C'est des notions liées aux États-nations, au souverainisme des États, et surtout, on fait attention, d'un côté comme dans un autre, de souligner qu'il y a des passerelles, une porosité entre ces deux pays, c'est-à-dire concernant les milieux berbères. On voudrait dire que chaque pays prend en charge cette langue berbère comme il veut, et selon l'image qu'il veut donner, et selon son projet politique à long terme.
Donc on pourrait se dire qu'on pourrait se passer d'une standardisation puisqu'il s'agit d'une fabrication artificielle d'une langue. On pourrait le dire très facilement, puisque sociolinguistiquement, ça correspond à la réalité. Hein, on peut faire évoluer les dialectes, produire avec, les faire émanciper, leur donner les moyens d'avancer, mais aussi, on risque aussi, si on fait le choix de fabriquer une langue, de se retrouver dans quelle situation, à votre avis? Ça serait la situation de la langue arabe. L'arabe classique et l'arabe dialectal. Qui c'est qui parlerait cette langue berbère fabriquée dans des laboratoires? Ça serait un peu comme le latin à l'époque où était à compter sur le bout des doigts les gens qui parlaient latin, ou bien ceux qui communiquent en langue arabe classique ou même médiane. Même l'arabe médian, on a beau dire qu'il est à la portée des locuteurs qui pratiquent les différentes formes d'arabe dialectal, il n'en est rien. Donc on se retrouverait dans ce qu'on appelle une situation de diglossie, c'est-à-dire se retrouver avec deux formes d'une même langue qui vont être pratiquées par différentes couches de la société. Cela ne doit pas être confondu avec parce que il y a ce qu'on appelle la confusion avec la notion de registre. Le registre, c'est comme vous connaissez certainement pour la langue française, on ne s'exprime pas de la même façon lors d'une conférence que lors d'une rencontre entre amis où on raconte des blagues, l'argot, des expressions peut-être qui ne sont pas comprises par tout le monde. Donc ça, c'est la notion de registre. Et si on identifie une personne comme parlant le kabyle pur parce qu'elle s'exprime d'une façon plutôt cadrée, policée, parce que le contenu qu'elle doit transmettre est un contenu savant et bien précis sur le plan de la méthode et de l'écriture, là on se situe ailleurs. Il ne s'agit pas de diglossie. Il est aussi temps aussi de passer à d'autres questions. Ce sont les questions du fait qu'il faut forger une langue savante, c'est-à-dire éviter la diglossie, hein, cette notion qui ne plaît pas beaucoup ni aux locuteurs ni aux linguistes, mais aussi arriver à produire du discours littéraire. On peut dire qu'un ouvrage est bien écrit, pas uniquement parce qu'il parler de votre région, ou bien il écrit comme il prononce, ce qui ne serait pas bienvenu pour le berbère, parce que on assiste à la production de romans, de nouvelles, écrites de différentes façons de voir la littérature, poétisée avec des métaphores. Bien sûr, on n'écrirait pas une poésie romancée, ou plutôt une poésie métaphorisée avec le langage de tous les jours. Pour ne pas s'éloigner de cette notion de codification graphique et des problèmes liés à la standardisation de l'écriture, le point qu'on peut faire, qu'on peut souligner, est l'impasse. Donc il y a une production écrite qui pourrait être utilisée dans les milieux scolaires, mais qui ne connaît pas de prolongement à l'extérieur. C'est-à-dire, je vous disais, qu'au Maroc, le Tifinagh, on ne trouve pas de roman en Tifinagh, ni de journal, à part quelques enseignes de partis politiques qui veulent bien plaire à leurs électeurs, on trouve aucun document produit en caractère Tifinagh au Maroc. Il en est de même pour l'Algérie, puisque sur le plan officiel, qui d'entre vous a pu voir peut-être la chaîne 4 Tamazirt, la chaîne dédiée à la langue berbère, les génériques sont notés en caractère arabe, les chansons parfois de génériques en caractère arabe, le site internet de la radio-télévision algérienne, la partie dédiée à la chaîne 2, chaîne kabyle, et à la chaîne et au site internet de la radio sont en caractère arabe, c'est-à-dire du berbère écrit en caractère arabe.
Donc on voit des usages des locuteurs, des usages institutionnels. Est-ce que maintenant on peut se dire qu'il y a une volonté réelle d'assurer la promotion de cette langue sur le plan institutionnel? Est-ce que les politiques qui ont mis en place ces processus d'institutionnalisation ont donné tous les moyens, ou est-ce que c'est un outil de récupération, de patrimonialisation, c'est-à-dire en faire un produit national, touristique, de musée, les berbères, la langue berbère appartient à tout le monde, et ainsi de suite. Seulement, des points positifs aussi apparaissent dans des espaces divers. Ce sont des espaces d'expression qui ne sont pas uniquement kabyles. Ce sont des milieux où on arrive à croiser d'autres personnalités culturalistes ou politiques de tout le monde berbère, parce que ces gens-là produisent, chantent dans la langue. Ils écrivent la majorité en caractère latin, puisque ce sont les outils les plus diffusés et technologiquement plus faciles à mettre en place. Installer un clavier sur un ordinateur, le télécharger. Il en est de même pour l'édition, même si la chaîne éditoriale dans le monde berbère laisse à désirer, beaucoup d'auteurs n'arrivent pas à se faire publier. Le web remplit un petit peu ce rôle, c'est celui de la diffusion et de la transmission, mais c'est plus simple à dire en diaspora, en contexte diasporique migratoire, que dans nos régions d'origine. Est-ce que tout le monde dispose du web dans la région reculée de Kabylie, ou apparemment même dans les villes, les connexions ne sont pas très bonnes. Donc c'est une solution un petit peu précaire et qui n'a pas d'avenir. Donc la langue berbère est balancée maintenant entre sa fragmentation par dialecte, mais son énergie vient de ces dialectes-là. Rien qu'à voir la Kabylie, l'intensité de sa production malgré toutes les difficultés, la diffusion de la chanson, la diffusion de la littérature, des écrits dans le dialecte kabyle, et il en est de même pour le Rif, et c'est peut-être un peu trop dit pour le Rif, puisque c'est une région où, malgré la demande sociale qu'elle manifeste au niveau de l'enseignement du berbère, par exemple, il n'existe pas beaucoup de classes dans cette région, ce qui paraît étonnant. C'est-à-dire qu'on installe le Maroc, qui a décidé de généraliser l'enseignement de la langue berbère à l'échelle du territoire marocain, mais aussi de tous les niveaux, est encore au début de son expérience, c'est-à-dire l'avancement est très très faible. Pour les notions de standardisation, j'y reviens. Pourquoi j'y reviens? L'État au Maroc, à travers l'IRCAM, l'institut dédié à la nazérité au Maroc, je le rappelle, a décidé de standardiser tout au long du cycle primaire la langue berbère. On passe de la position non interventionniste de l'État algérien à celle orientée au Maroc, qui fait 3 manuels différents pour les 2 premières années d'enseignement. Première année et deuxième année, nous avons un manuel de Tashlhit, un manuel de Tarifit et un manuel du Moyen Atlas, de Tamazir. Le mot Tamazir est un mot utilisé pour identifier le parler berbère du Moyen Atlas. Voilà. Et pour une deuxième étape, c'est-à-dire à partir de la 3e année, on passe à la 2e étape de standardisation. C'est-à-dire qu'on n'a plus de manuel Schleur, Soussi, Tamazir, mais on a des manuels qui commencent à puiser dans les autres parlers et à introduire, c'est-à-dire c'est une 2e étape de standardisation de la langue berbère. Théoriquement, ça paraît très très accessible, mais la difficulté est que nous avons affaire à des enfants qui sont à l'école primaire, qui sont très vite
délesté de la langue familiale, régionale et affective, au bout de 2 ans, ils se retrouvent dans une démarche de standardisation et pour les faire passer à des manuels où on puise dans le tashhis, le rifin et le tamazir, dans une deuxième étape de standardisation. La troisième étape, c'est l'étape où, en principe, nous avons le produit fini. Permettez-moi d'utiliser ce terme un petit peu qui ressemble plus à une chaîne de fabrication d'un produit qu'à un concept concernant une langue, mais c'est le cas de le dire. Donc on se retrouve avec une troisième étape de standardisation. Seulement, nous n'avons aucun bilan. Le berbère a été introduit au Maroc en 2001. Nous n'avons pas de bilan. Nous ne pouvons pas identifier l'avancée de cette standardisation, puisque le fait que la langue devait être généralisée, ça n'a pas eu lieu, puisque bizarrement on se retrouve dans la même situation que l'Algérie, puisque au Maroc aussi, le berbère se concentre dans les régions berbérophones. Il est enseigné dans les régions berbérophones. Donc cette notion de caractère pose problème. Pourquoi? Parce que les 2 premières années de scolarisation ne suffisent pas pour maîtriser l'écriture. On apprend le tifinagh, certes, mais on ne peut pas aller très vite vers la production de textes. On est à 2 ans de l'enseignement, de l'apprentissage de cette langue en caractère tifinagh. Dans la deuxième étape, tout de suite après, l'enfant est confronté à l'obligation de passer à une autre forme de langue avant d'avoir fini de s'approprier ce système d'écriture qui est le tifinagh et qui ne trouve pas de prolongement dans son environnement immédiat. C'est-à-dire, il arrive à l'extérieur, il trouve des journaux en tifinagh, il trouve des livres, comme il se doit, acheter une littérature jeunesse dans ces caractères-là. Donc, il y a un certain nombre de ruptures qui nuisent à la chaîne d'institutionnalisation et qui n'a pas pris en compte, en fait, les indications des linguistes qui travaillent dans ce champ depuis les années 60, c'est-à-dire se méfier de toute précipitation de la notion d'aménagement. Donc, comme vous le constatez, lorsque j'ai amorcé cette communication, j'ai commencé à parler sur un plan personnel, parce que c'est les premières choses qui viennent à l'esprit d'un individu, d'un locuteur berbérophone et kabyle pour la majorité des cas, c'est cette notion de référent concernant la graphie du berbère, c'est-à-dire l'affectif, le pratique, le logique, l'historique. Donc les choix à faire sont là. L'avancée qui a été la plus fructueuse, c'est l'avancée de la notation en caractère latin. Est-ce que rester dans l'affect pourrait faire avancer l'état des lieux de la langue berbère, sachant qu'elle n'est toujours pas dotée d'une académie, ni au Maroc ni en Algérie, d'une académie consacrée uniquement, avec des moyens étatiques consacrés au travail sur la langue berbère. Les instituts qui ont été créés, ce sont des instituts qui n'ont pas de caractère académique, même si certains chercheurs ont été recrutés pour accompagner ces organismes comme le HCA et l'IRCAM, mais ce ne sont pas des organismes à caractère académique. Appelons les choses comme elles sont, ce sont des organismes administratifs. En Algérie, le CNP, le T, a été également créé à cet effet et qui, à son tour, se contente de collecter quelques données, de relayer quelques décisions institutionnelles et probablement
se placer dans une situation opposée à la tradition berbérisante qui, depuis plus de 50 ans, s'est imposée avec des travaux de qualité et qui malheureusement n'ont pas été utilisés comme il se doit. Seulement les enseignants de berbère, je parle de la Kabylie, puisque c'est là que l'enseignement perdure, continuent de pratiquer la notation latine sur la base des recommandations du Centre de recherche berbère à l'INALCO, et ce sont des recommandations qui ont été diffusées en 1998 et qui constituent la dernière référence concernant la notation usuelle et les normes d'écriture, même si quelques petits problèmes de segmentation, de notation de certaines variantes restent en suspens, mais la réflexion continue sous ces cieux-là. Le débat sur le passage à l'écrit est à la fois une réflexion sur la codification, sur la graphie, c'est aussi une réflexion sur la production, sur l'écriture, et c'est l'emboîtement de tous ces débats aussi qui à la fois complique, mais qui motive ceux qui continuent de produire et de travailler. J'espère éclairer les zones qui ont échappé à ma communication avec vous à travers un débat enrichissant. Je suis ouverte à vos questions. N'hésitez pas, nous sommes dans un cadre convivial, grand public. Aucun de nous ne sera noté. Merci Nassira pour ces éclaircissements, pour ces précisions très pertinentes sur le sujet de l'écriture de la graphie berbère. Passons à votre voix. Je vous cède la parole pour les gens qui ont des flous sur ce thème. Donc j'ouvre le débat. Donc on commence par 3 questions successives. Quelqu'un parmi vous peut-être souhaite poser une question? Monsieur Bouferache. Allez, commençons par... Madame Zouarout, مرحبا, c'est un plaisir énorme, d'ailleurs ça sent dans ma voix. Je me revois il y a 35 ans en arrière, la première association culturelle berbère, mais on ne parlait pas de tout ce discours-là, mais on était plus à revendiquer notre appartenance à une minorité. Et bon, c'est même pas une question que j'ai posée, j'ai apporté un témoignage. 78, je suis arrivé à Toulouse, j'ai fréquenté un milieu bien sûr berbère, marocain, libyen, quelques Tunisiens, mais beaucoup plus algériens, mais on était avec des Occitans. Et je vous promets les amis, j'avais des amis occitans, nous sommes en Occitanie, je suis occitan d'adoption, puisque malgré 35 ans à Toulouse, je suis toujours berbère, jusqu'à la moelle des eaux. Donc, du temps où l'occitan n'était pas reconnu comme tel, voilà, une fois, un copain qui était président de l'association, moi j'étais président de l'autre association, il m'a dit je vais aller en France. Il montait à Paris. J'ai dit attends, il y a quelque chose qui ne va pas, moi je débarquais de Kabylie. J'ai dit tu te fous de moi? Non, 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 effectivement, je vais en France. Parce qu'il montait au-dessus de la Garonne, c'était la France. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir énorme. Je n'ai vraiment pas de questions à poser, mais c'est avec un grand bonheur de nous avoir rafraîchi la mémoire des événements de Kabylie et surtout de l'histoire de la future reconnaissance de notre langue tamazighne. Merci. Merci, Monsieur Bouferache. Passons à une question, des questions peut-être pour... Oui, je cède la parole à Sonia peut-être.
Ben, je voudrais poser une question par rapport à quand vous parlez de la standardisation de la langue berbère. Est-ce que, du coup, quelle est la meilleure solution? C'est d'avoir une académie berbère en premier lieu. Est-ce que c'est elle qui doit décider, du coup, d'une standardisation de la langue berbère tout au nord de l'Afrique, ou plutôt valoriser les dialectes des régions? Quelle est la meilleure solution, du coup? Parce que pour les deux solutions, en fait, je crois qu'il y a des difficultés et des avantages, mais quel est, par une experte de la langue, quelle serait la meilleure solution? En fait, je l'avais très vite, rapidement signalé que ces notions de choix pouvaient très difficilement être effectuées de façon objective, mais tous les choix sont connotés politiquement, surtout actuellement. Quand on parle de notion de dialecte et que dans les discours progressistes ambiants, on qualifie toujours ces choix-là de réactionnaires, de régionalistes. Le discours le plus connu et que l'Occitanie a subi et qui a beaucoup et qui a été violemment vécu dans la région, c'est cette notion de stigmatisation. La stigmatisation, elle passe par la folklorisation, elle passe par l'acculement à la radicalisation. Donc ce sont des choix qui sont toujours connotés, hein, les provençalistes, les occitanistes, les bretonnants, bretonistes, dans des discours ambiants qui sont très proches du jacobinisme et du discours sur l'État-nation, pays un, indivisible, langue une et indivisible. Ce sont des crimes de lèse-majesté. Malheureusement, des pays comme l'Algérie et le Maroc, même s'ils ont une structure politique différente, sur le plan idéologique, fonctionnent un petit peu dans cet esprit. Ce sont de bons élèves de la colonisation et qui ont eu de quoi s'inspirer. Ils n'étaient pas obligés d'inventer leur Bible. Sur le plan technique, beaucoup dans les milieux de linguistes penchent énormément sur les choix de dialectes. Seulement, c'est très difficile de faire appel à l'adhésion des locuteurs parce que j'ai évoqué tout à l'heure la notion de mythe. Est-ce qu'on s'invente des mythes parce qu'on est un peuple comme les autres qui a droit à ses rêves, ou on s'invente un mythe parce qu'on a vécu sous un mythe qui nous a dominés? Le mythe de la nation arabe, le mythe de la langue arabe, il fallait lui trouver un équivalent. Il ne faut pas oublier. Donc, ça ne réglait pas les questions linguistiques. Quand on disait, je me rappelle, dans les manifs, Tamazir c'était la cool, on ne se posait pas du tout cette question. Hein, peut-être qu'on pensait que Tamazir était très proche du Kabyle et que ça nous arrangeait très bien. Ou bien, pour dire qu'on fonctionne dans les schémas que nous connaissons. Hein, ou bien on se disait, je cite cet exemple, c'est celui du premier jour où je suis partie enseigner, quand j'ai fait partie des premières classes pilotes. J'arrive en classe et je commence à parler. Les élèves me disent, c'était au lycée Fadman Soumal, les élèves me disent, mais madame, quand est-ce qu'on va commencer le cours de berbère? Je dis, mais vous y êtes? Je parlais en kabyle, avec mon accent de Tagno Tazouz. Et ils attendaient, c'est quoi cette langue qui allait, il y a une part de mythe, il y a une part de rêve. Et comme c'était une langue interdite, n'oubliez pas, on ne va pas nous interdire une langue qu'on parle tous les jours. On nous a interdit une langue qu'on ne connaît pas parce qu'elle est dangereuse politiquement pour eux. Donc c'était des questions qui se posaient de cette façon-là. Mais est-ce que, par exemple, choisir le kabyle, je parle de cet exemple, est-ce qu'on le choisit territorialement, c'est-à-dire dire, voilà, c'est le kabyle de la grande Kabylie et que c'est celui-là qu'il faut officialiser, alors que politiquement,
c'est pas tous les Kabyles qui se positionnent dans un discours régional et territorial. Nous avons un mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Il y a des Kabyles qui sont culturalistes et qui se disent est-ce que si on choisit le berbère comme langue nationale, est-ce que ça veut dire qu'on est autonome? Nous sommes dans un bouillon de culture politique qui malheureusement a porté des préjugés à ces choix-là. Donc, l'existence d'une académie qui aurait quand même son autorité, qui ferait les choix efficaces et effectifs, je pense que les gens suivraient. Mais à condition, je pense que la plupart penchent sur le choix des dialectes régionaux, mais ça ne règle pas le problème, parce que ça ne règle pas les problèmes des berbérophones qui vivent dans les grandes villes à grande présence berbère, comme Alger, Casablanca. Est-ce que peut-être c'est une façon de freiner ce projet aussi, parce que certains politiciens en Algérie et au Maroc posent ces problèmes-là, des centres urbains qui ne veulent pas forcément étudier le kabyle ou le chaoui, ils veulent étudier ce qu'on appelle le berbère. C'est ce qui encourage ceux qui sont pour la fabrication accélérée d'une koiné. Il y a des pays qui l'ont fait, le grec, il y a le grec ancien, il y a le grec ancien qui s'appelle le démotiki, il y a le nouveau grec qui a été construit en forme de koiné. Sur le long terme, bien sûr, ça a été fait tranquillement, et qui s'appelle le Katari-Vouza. Mais ça a créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une notion de diglossie. Quand vous allez en grec, dehors, vous allez parler le grec, qui a été, et qui n'est pas la langue régionale de l'île de Crète, ni de l'île, mais ça s'est popularisé, c'est devenu... Ces langues-là finissent par être la langue de tout le monde, mais ce sont les débuts qui sont difficiles. Donc, je ne pourrais pas personnellement me positionner, mais peut-être que je ne me positionne pas dans une conférence ou de façon politique, mais mes choix d'écriture sont un positionnement. J'ai écrit une vingtaine de nouvelles en kabyle. Si un jour on veut enseigner le kabyle comme langue berbère uniquement, ils peuvent trouver des nouvelles écrites par Nassira Abrousse, écrites en kabyle. C'est peut-être aussi une forme de positionnement, et c'est dicté par les besoins, les usages et les pratiques. Mais on penche énormément vers le choix d'un dialecte dans les milieux berbérisants. Voilà. Après, il y a les micro-dialectes qui sont très difficiles à cerner. Ce sont les petits dialectes. Le problème ne se pose pas pour les mots. On peut décider de garder tous les mots pour désigner, je ne sais pas, une bouteille, un chapeau. Mais c'est le problème des structures syntaxiques. Entre ceux qui ont une négation d'une façon, ceux qui disent strara et ceux qui disent strolé, et ceux qui disent strani, et encore d'autres formulations syntaxiques plus complexes, c'est là que se pose le problème, et c'est ce qui risque de retarder la notion d'aménagement. Il faut vraiment, pour participer à ces opérations d'aménagement, il faut maîtriser tous les parlers, si on veut le faire bien. Voilà. Je ne sais pas si... J'ai essayé de vous éclairer plutôt que de vous répondre. Vous y arriverez vous-même à une réponse. Une autre question? Oui, allez-y, monsieur. Monsieur de derrière, oui. Je vous cède la parole. Oui. Question par rapport, selon vous, quels critères pertinents pour le choix du graphique? Un critère pertinent, très bien. Soit de mettre tout à fait. Soit des études socio-linguistiques, soit des enquêtes par région, soit des... Alors, vous avez dit critères pertinents, c'est-à-dire soit pertinents sur le plan scientifique, dans la façon avec laquelle ces caractères rendent et traduisent le son qu'on prononce, ou bien
la pertinence pour vous réside dans le choix des gens, qu'est-ce qu'ils veulent, même s'ils ne sont pas spécialistes du domaine. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ouais, c'est ça, parce que d'un côté, si on se base sur un point de vue strictement scientifique, on tombe sur le registre de langue. C'est-à-dire on va choisir le plus soutenu, le plus proche de l'ancien Tamazight, par exemple, si on prend... parce que maintenant, par exemple, comme vous dites, sur le plan linguistique, on a Tizi-Ouzou, par exemple, c'est différent d'une région à l'autre. Oui, vous posez le bon problème. En effet, ça s'appelle l'aménagement intradialectal. Parce qu'on vous dit, avant d'aménager, c'est-à-dire de choisir une langue sur la base de tous ces grands dialectes, il y a 3 grands dialectes en Algérie, 3 grands dialectes au Maroc, mais il y a des microlectes. Parler de Béjaïa et parler de Tizi Ouzou, c'est presque 2 parlers différents du kabyle. Enfin, 2 parlers différents au sein du kabyle. Donc on vous dit d'abord il faut aménager sur le plan intradialectal pour prétendre aménager sur le plan pan-berbère, c'est-à-dire voilà. Donc cette notion d'aménagement, comme vous avez dit pour la graphie, tout au début de votre question, vous avez évoqué le choix d'une graphie. Par exemple, on vous dit que les caractères latins rendent compte du kabyle ou du berbère en général en raison de la possibilité de vocalisation des choix de voyelles. Ce n'est pas tout à fait valable pour tous les dialectes, mais en tout cas, pour le kabyle, c'est tout à fait accessible, puisqu'on peut rendre toutes les voyelles du kabyle. C'est moins le cas pour le touareg, par exemple, qui dispose d'un nombre important de voilà, très important. Et pour l'arabe, par exemple, je l'ai constaté en étudiant les manuels, par exemple, que les voyelles étaient trop allongées. Quand on utilise une voyelle dans la transcription arabe, la voyelle est très longue. Dans le berbère, la voyelle, elle est courte. Il faut des études phonétiques, de linguistique contrastive pour étudier ça, mais on peut le dire ainsi, c'est-à-dire, maîtrisant moi-même la langue arabe, je n'ai pas de difficulté à la lire ni à la comprendre, puisqu'on l'a étudiée à l'école. En lisant ce manuel, j'ai essayé de lire comme je lirais l'arabe. Je fais comme si je ne parle pas le kabyle, et j'ai essayé de lire à partir de la transcription en arabe. Les voyelles sont très longues, très très longues. Donc je me suis réellement posé la question sur la transcription en arabe. Le problème qui se pose pour le tifinagh, c'est beaucoup aussi la vocalisation, puisque le caractère tifinagh ne comporte pas de voyelles, hormis la lettre A. Donc le problème se pose. Et dans le monde touareg, nous connaissons des expériences individuelles d'écriture. Je cite Hawad, qui est aussi philosophe, troubadour à sa façon. Je vous invite à regarder ses vidéos et ses toiles sur Internet, puisqu'il est artiste peintre aussi. Il a développé une écriture presque cursive du tifinagh, mais ça reste un usage personnel très très créatif, mais malheureusement qui n'est pas diffusé, qui n'est pas pratiqué par d'autres personnes. Cela pour vous dire que tout est possible, hein. On peut faire des choix qui semblent les plus adéquats. Mais ceux qui prônent le maintien des caractères latins, c'est aussi l'avancée du travail quand même, qui date maintenant de presque un siècle. C'est-à-dire, les caractères latins, nous avons une production qui remonte aux études coloniales et aux instituteurs indigènes qui ont noté dans ces caractères, mais qui ont aussi produit le premier roman kabyle. C'est vrai, il est allé en 1948. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des acquis, il y a un avancement. Je pense que sur le plan pragmatique, si on veut dire ça, le maintien de ces caractères-là aussi, qui sont des caractères universels, favoriserait également, c'est pour ça que je dis tout est possible, hein, favoriser, c'est pour ça que les moyens d'implémentation,
de réalisation pour la langue berbère sont des moyens qui sont d'abord des moyens institutionnels. Seulement pour la langue berbère, nous avons affaire à des États qui ne veulent pas collaborer sur ce sujet, qui l'instrumentalisent parfois, qui ne veulent pas reconnaître les possibilités de travail commun. Jusque-là, il y a eu un seul dictionnaire de lexique grammatical entre... Et encore, ce ne sont pas des expériences institutionnelles. Ce n'est pas l'université d'Alger de Tizi Ouzou qui a contacté l'IRCAM ou plutôt le HCA. Ce sont des réseaux d'universitaires qui se connaissent. Comme si moi, je travaillais avec quelqu'un d'Agadir ou d'El Hoceima sur un projet parce qu'on s'est connus durant notre parcours universitaire. Ce ne sont pas des expériences institutionnelles. Donc, officialiser, oui. Mais est-ce qu'on donne suffisamment les moyens? Tout est question de moyens et de choix. Le choix qu'on fait pour la langue berbère, c'est pas le choix de l'instrumentalisation, c'est pas le choix de la folklorisation, c'est pas le choix de la patrimonialisation. C'est facile de dire c'est la langue de tous les Algériens. Donc, une implémentation réelle, parce qu'au Maroc c'est officiel comme vous le constatez, mais il y a de très fâcheux rebondissements concernant l'avancée de l'enseignement. Le recteur de l'IRCAM a souligné sur Internet, dans une vidéo que j'ai vue il y a quelque temps, que l'enseignement du berbère n'avançait pas comme il a été énoncé au début, c'est-à-dire généralisation et introduction dans tous les niveaux d'enseignement. Voilà. Je passe la parole peut-être à Samira qui est déjà prête avec le micro. Oui, merci Tata. Donc, pour moi, c'est juste pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit auparavant. Donc, à mon sens, je pense opter pour une langue unique, bien qu'une langue savante est nécessaire, que ça va faire le même effet que la vague d'arabisation qui a touché l'Algérie. Oui, c'est un caractère discriminatoire. C'est la langue arabe n'est la langue de personne. C'est la diglossie. Et oui, c'était une discrimination des langues des Algériens, parce que les Algériens, ils n'ont pas une seule langue, ils ont plusieurs langues. Ils ne parlent pas l'arabe. L'arabe, maintenant, c'est nos grands-mères, nos parents ne parlent pas l'arabe. Donc, je pense que la reconnaissance et le respect des diversités régionales, c'est est une nécessité. Et pas que les diversités régionales, il faut parler aussi des diversités internationales. Il faut voir le Maroc, la Tunisie, la Libye et tout. Donc il faut prendre tous ces aspects en question. Et puis aussi il y a l'aspect affectif. Vous avez dit ça, vous avez évoqué l'aspect affectif. C'est pour s'approprier une langue, il faut vraiment prendre en considération l'aspect affectif et le contexte. Le contexte, on n'apprend pas une langue dans le fac, il faut vraiment prendre le contexte et les aspects affectifs en considération. Pour s'approprier une langue, c'est vraiment important. Et voilà, moi j'ai eu l'expérience je suis de Bijaya et en 2002, quand j'étais au collège, on avait un prof, Temazir, voilà, Temazir, on croyait que voilà, c'était notre langue. Et dès le début, franchement, déjà pour le premier, c'est juste pour l'anecdote, c'est quand il nous disait des mots, à la limite on rigolait. Alors, par exemple, Arum, on ne comprenait pas. On était petits, on n'avait pas de contact avec les gens de Tizi Ouzou. Donc voilà, c'était. C'est pire encore parce que dans le domaine chaoui, Allo, c'est accoucher. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on c'est comme écrire chez nous. Allo. Mais nous, on dit arabe. Oui, mais eux, ils disent Allo. Donc voilà, donc ce sont les aléas de ces interventions qui sont un peu trop rapides. Tout à fait. Oui, il y a monsieur. Je passe
juste après vous, monsieur, je passe à monsieur Adem. Il ne faut pas les deux. Vas-y, parle, tu parles. Ah ouais, ça sortit pour aller. Il le fait, il le fait. Ça marche. Il le fait. Ah. Oui. Le problème, je vais rouler l'air parce que à l'école primaire, quand je suis passé de la maison de la famille où je parlais kabyle, quand j'ai été dehors à l'école, j'ai appris le français. Donc, ce n'est pas parce que je parlais kabyle à la maison que je n'étais pas capable d'apprendre une autre langue. Voilà, je ferme la parenthèse sur ça pour dire que les différents parlers berbères, d'abord, je n'appellerai pas ça langue, j'appellerai ça parler, dialectes régionaux, mais en fait, ils ont un fond tiré de la langue berbère. Ça, on ne peut pas le nier. Excusez-moi, je vais passer à autre chose parce que bon, il y a tellement, c'est tellement vaste, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut discuter que moi j'ai envie d'aller très au fond, sur le fond du problème. Le fond du problème, il est politique. Voilà. Jusqu'à présent, je crois que vous n'avez pas tellement abordé ce problème-là. La dimension politique de la langue berbère, du berbérisme en Afrique du Nord, c'est le problème. Il n'y a pas d'autre problème. Politiquement, l'arabo-islamisme, qui est l'idéologie fondamentale de tous ces pays d'Afrique du Nord, sont tirés du pan-islamisme et de l'arabisme. Bon, confondus en arabo-islamisme. C'est Nasser, etc., tirés de là-bas. D'ailleurs, Ben Bella, que Dieu ait son âme s'il existe, eh bien, il était un disciple de Nasser et n'a jamais été un disciple d'un vrai Algérien, authentique. Voilà. Bon. Alors, je perds le fil, excusez-moi. Oui, alors le fond c'est celui-là, en définitive. Si on veut empêcher le pan-berbérisme, j'utilise à dessein ce mot-là, d'exister un jour en Afrique du Nord, dans tout ce monde berbère de plus de 100 millions de berbères répartis sur au moins 6 millions de kilomètres carrés en Afrique du Nord. Vous aurez peut-être les chiffres plus précis que les miens, ça c'est moi qui les dis comme ça là. Bien, si on veut empêcher le pan-berbérisme, la meilleure solution, la seule, c'est ce qu'ils utilisent dans ce monde arabo-islamique imposé aux berbères d'Afrique du Nord, c'est d'émietter, de différencier les différents parlers berbères. Mais c'est tout ce que demande le régime. Qu'à Bougie, on dit trad, et qu'ailleurs, on dit vrad, etc., etc., etc. Voilà. Bon. Donc le régime ne cherche que ça, à émietter, à séparer les différents parlers berbères pour ne pas les élever au rang d'une langue. Je prends l'exemple de l'Allemagne, par exemple, il y avait différents parlers dans les différents Länder ou langues, ou je ne sais pas comment il faut les dire, Länder en Allemagne. Eh bien, les Bismarck et compagnie ont unifié la langue. C'est la seule. Je prends l'Italie, on a unifié la langue, même si parallèlement, dans différentes régions, eh bien, on parle, chacun son parler, le napolitain, le piémontais, etc., etc. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais conclure, il ne faut pas que je monopolise la parole. En tous les cas, le problème est politique. Les instances gouvernementales et l'idéologie de l'Afrique du Nord, c'est de finir par imposer l'arabisme à tout le monde, pas uniquement au niveau linguistique.
et même au niveau ethnique, ce qui est criminel. Je ne vous le fais pas dire. Merci. Je vous donne un exemple très simple. Bon, parce que merci vous venez de beaucoup. le dire, hein, je vous remercie. Vous venez de bien le dire. Pourquoi? J'avais signalé que l'IRCAM, quand il a opté pour le Tifinagh, il a opté pour le Tifinagh de l'Académie berbère, qui a été mis en place par Saoud Mahdar. Le Maroc institutionnalise un produit du militantisme kabyle, de l'activisme kabyle, puisqu'il était identifié comme un activiste, pendant que c'était réellement un idéologue qui a mis en place une réflexion sur le combat berbériste, et il l'assumait. Seulement, on n'ose pas le dire parce que ces passerelles, ces porosités, hein, je l'appelle la porosité, c'est un mot de monsieur Salem Chaker qui parle de porosité entre ces systèmes parce que le milieu culturaliste et politique militant berbériste, les gens se connaissent. Ce sont des réseaux, ce sont des gens qu'on connaît, on se rencontre et depuis de longues années, y compris à l'époque de la clandestinité, on recevait des documents. Mahjoubi Aharden, quand il est revenu de Paris, il a transmis à tous les milieux militants marocains l'usage du Tifinagh qui a été mis en place dans les milieux kabyles. Et aussi les produits de Tifinagh ou bien Tifa ou les magazines, on arrivait à les... Personnellement, je les ai eus entre les mains, elles sont arrivées du Maroc à l'époque où le champ politique en Algérie n'était pas ouvert. Mais les États ne veulent pas l'admettre parce que la notion transnationale et pan-berbère met en danger les États marocains, la monarchie et l'Algérie, et met en danger leurs intérêts économiques. C'est pourquoi, avec l'affaire de la Libye, tous les pays ont accouru en Afrique du Nord. Pourquoi les problèmes de la Zawad, les problèmes de l'ère Touareg. Je vous invite sincèrement à regarder la table ronde qui a été organisée à Marseille, que j'ai moi-même modérée avec Hélène Clodo Awad, Abdallah Bonfour et Salem Chaker, intitulée Imazir Nassa, berbère aujourd'hui. Elle est disponible sur Internet. Bien audible, bien visible, et ça répond à beaucoup de questionnements géopolitiques qui situent le monde berbère au-delà des limites étatiques. C'est un décloisonnement du débat. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous le fais pas dire, et vous faites bien de le signaler. Je vous en remercie. Merci Nassera. Donc on passe maintenant à M. Alain pour une question. Azul, moi je ne vais pas revenir sur la question de standardisation, de choix graphiques, etc. Parce que pour moi c'est des questions politiques. Hein, c'est forcément politique. Moi je veux juste, peut-être par mon expérience de l'écrit et mon combat sur le passage à l'écrit depuis quand même une trentaine d'années, moi mon inquiétude aujourd'hui, c'est ce passage à l'écrit. Est-ce que les Berbères ou les Imazighanes ou les Kabyles sont prêts à passer à l'écrit? C'est ça mon grand problème aujourd'hui. Quelle que soit la solution qu'on aura trouvée politiquement pour la standardisation, pour l'institutionnalisation, pour le choix graphique, est-ce que les gens sont prêts à lire? C'est ma grande question. Il y a des romans aujourd'hui qui ne trouvent pas acheteurs en Kabylie. Donc c'est ma grande question aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à passer à l'écrit? Parce que nous avons une langue, une culture à caractère oral. Parce que le passage à l'écrit, c'est un effort. C'est un grand effort à faire, individuellement et collectivement. Je pense que c'est un débat qu'on est en train peut-être d'ignorer ou qu'on ne maîtrise pas.
c'est quand on commence à écrire qu'on se rend compte que ce qu'on entend, ce qu'on a appris de bouche à oreille, l'oralité, ce n'est pas la même chose que quand on prend son stylo et on regarde avec ses yeux les caractères. Ce n'est pas le même rapport. Et moi, sur les 30 ans d'expérience, j'ai côtoyé pas mal de militants qui manifestent, qui sont prêts à mourir, qui sont dans la revendication, toujours dans la revendication. Mais dès qu'on leur propose de venir étudier, écrire cette langue, il y a beaucoup de réticence. Il y a un rapport bizarre des Berbères par rapport à leur langue. C'est un constat que je dis, c'est aussi une sorte d'alerte, parce que l'urgence pour moi elle est là. Sur la standardisation, on peut continuer à en discuter des années et des années. Ce thème, moi je l'ai vu en 81 déjà. On parlait déjà de ça en 1981, 82, 90, 94. Ça veut dire que la question est toujours posée, oui. Mais j'ai l'impression qu'on va continuer à discuter de standardisation et de choix graphiques. Et le jour où on aura trouvé la solution, il n'y aura plus de locuteurs. C'est ça mon inquiétude. Vous n'avez qu'à vous promener en Kabylie. Vous n'avez qu'à écouter les reportages à la télé, soit Beurre TV, Berber TV. Vous allez voir que les comités de village parlent en français ou en arabe. On ne se rend pas compte. On est en train de disparaître, tout simplement. Parce que moi, ce passage à l'écrit est fondamental. Mais je ne le vois pas seulement dans ses aspects politiques, mais je le vois aussi dans la prise en charge par le peuple, par les locuteurs. Il ne faut rien attendre de l'État aujourd'hui. Je pense qu'il faut passer à l'action. Il faut acheter ceux qui écrivent. Il faut les encourager. Il faut écrire. Il faut lire. C'est ça la demande sociale que je veux, moi, défendre. Et c'est en imposant, on connaît des cas comme ça dans l'histoire, où c'est par la production, c'est par... parce que la production, c'est un acte politique aussi. C'est bien évidemment l'action politique est nécessaire, bien évidemment la standardisation est nécessaire, bien sûr que mais si on s'éternise sur ces questions et qu'on met de côté ce passage à l'écrit, parce que tout simplement la langue, Nassira l'a très bien dit tout à l'heure, les modes de transmission ne sont plus les mêmes. Avant il y avait le foyer, il y avait Tajmath, hein, il y avait de véritables enseignements de la langue, même s'ils ne sont pas formalisés, mais c'était de la transmission. Aujourd'hui, il n'y a plus de Tajmath dans les villages. Aujourd'hui, il n'y a plus de compteurs, hein, ou de moins en moins. Il n'y a plus d'assemblée, il n'y a tout simplement plus de foyer. Hein. Vous savez, il y a l'éclatement, l'a très bien expliqué. La sociologie aussi du foyer berbérophone, même si dans certaines régions du sud, il y a encore des situations de transmission par le foyer ou dans le foyer. En Kabylie, c'est de moins en moins, c'est en train de disparaître, d'accord ? C'est en train de disparaître. Et les moyens de transmission aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Parce que le village kabyle est ce que j'appelle une sorte de satellite. Hein. Les jeunes d'un village kabyle reculé, ils ont plus de contact avec les jeunes de New York, de Paris, qu'avec leurs voisins. C'est une réalité qu'on doit tenir compte, dont on doit tenir compte pour justement avancer sur cette question. Merci. Merci, ça me fait plaisir d'avoir un commentaire de quelqu'un qui est impliqué dans la production, j'insiste, parce que son parcours militant il est connu, mais on connaît pas facilement les gens qui ont un rapport régulier et permanent à la production, parce qu'elle est l'auteur de poésie, de pièces de théâtre, il a mis en place des ateliers de théâtre à Tizi Ouzou. Je le laisserai un jour peut-être vous faire le détail, il le fera mieux que moi. Je le connais de nom depuis plus de 20 ans.
tu as bien expliqué c'était ce rapport que tu qualifies de bizarre, mais que j'appellerais peut-être, que je dirais qu'il est plutôt lié à la notion de représentation. Hein, tous les objets, toutes les langues, tous les phénomènes humains ont ce qu'on appelle les représentations. Comment une langue est vécue, comment un phénomène est vécu par les gens. Pourquoi ? Parce que tout simplement le berbère n'a jamais été, ne l'est pas encore, langue de pouvoir, langue de domination, langue émergente, c'est-à-dire ce n'est pas encore ni une langue académique, ni une langue qui donne un poids social à son locuteur. C'est encore une langue réservée à l'affectif, au domestique, au foyer, au village. Elle occupe des petits espaces dans les milieux universitaires ou des milieux des élites savantes dans le domaine berbère, des gens qui se rencontrent autour d'une table et qui parlent de ce qu'ils ont écrit. C'est aussi lié à la notion de l'oralité. Mais est-ce que vraiment cette oralité, on arrive à la maintenir? Non, tu l'as bien dit. Donc on n'est plus dans l'oralité. On ne peut pas être dans la dynamique de l'écriture comme il se doit, comme il se fait aussi dans les autres langues. J'aimerais bien donner l'exemple de quelqu'un qui vit au Canada, qui s'appelle Hassan Messaoudi. Son nom sur le web, c'est Hasmes. Il a vu que les gens ne lisaient pas. Saïd Athma Ammar aussi, un écrivain, l'a souligné. Il a mis ses œuvres sur des vidéos. Puisque vous ne voulez pas lire, écoutez ce que j'ai écrit. Donc il a lu, et Hassan Messaoudi aussi a lu plein d'ouvrages, enfin plutôt plein de nouvelles, de poésie, dont certains de mes textes. Il les a lus sur des vidéos avec de très très belles images. Quand on voit le nombre de visites sur ces vidéos, c'est incalculable, c'est impressionnant. Je vous invite à aller les voir sur YouTube. C'est sur le nom de Saïd Athma Ammar et aussi Hassan Messaoudi. Les gens écoutent énormément. C'est aussi l'ère de la facilité, c'est l'ère des smartphones et du numérique, ça facilite aussi l'accès à ces ouvrages. Mais j'avoue que les Kabyles, les Berbères en général, ont fait très très vite. Ils ont pris un raccourci de l'oralité qu'on perd à la vidéo, qui nous restitue juste une forme audible et orale d'une œuvre qui appartient au monde de l'écriture. Parce que quand on écrit, on est dans une position de réflexion, même si c'est de la poésie, on n'est pas... Parce que l'oralité, c'est pas individuel, c'est une chaîne, l'oralité. Un produit de l'oralité, je parle sous le contrôle de M. Mahnam Hafoufi, ethnomusicologue qui est dans l'assistance et qui a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Un produit de l'oralité, produit dans un contexte donné, au sein d'un groupe donné ou par un groupe donné, diffusé dans des cadres collectifs et transmis d'un groupe à un autre, d'où l'aboutissement à des variantes différentes. C'est-à-dire le produit change selon l'endroit où il atterrit, il est modifié, adapté au contexte actuel. C'est pour ça Souyes Wahouyasim Layoun, elle est chantée différemment depuis les années 20, 30, avec des musiques différentes, avec des textes différents. Après on vous dit non, nous c'est pas comme ça, tu ne connais pas le texte, c'est un produit de l'oralité. Voilà. Après cela, je passe la parole à M. Gérard Lamarie. Merci. On aimerait une petite soirée pour moi. Ça va, sinon, ça sent pas. Non mais c'est bon, c'est bon. C'est bon.
Bon, merci. Issa بالوغير الحاجة parce que va se طلب puis oui, donc voilà, dans le sens de mon intervention, bon, c'est pas sur les aspects purement linguistiques parce que je ne suis aucunement spécialiste de ces aspects-là. Bon, c'est sur plutôt les aspects, même pas politiques, hein, c'est sur la façon d'être des Kabyles, je dirais, depuis la nuit des temps. Bon, on parle de leur entité, on parle de la journée, on parle de etc. Mais bon, faut-il pour autant s'accrocher à ces choses-là? Il y a eu des choses équivalentes dans toutes les cultures du monde. Certes, c'est bien déjeuner. Mais moi, bon, j'imagine la Kabylie, par exemple, de demain, où les gens se retrouvent dans une bibliothèque, font des débats de haut niveau à la télévision, des choses comme ça. Donc il faut qu'on vive un peu avec notre temps. Et par rapport, donc ça c'était juste une parenthèse, ceci étant, son intervention émouvante m'a touché quand même. Ceci étant, maintenant, par rapport à l'écriture, on dit on n'écrit pas suffisamment, on ne lit pas suffisamment, comme si, chez les Kabyles en particulier, mais chez les Berbères de manière générale, il y aurait cette espèce de façon d'être, de paradigme, si on peut dire, c'est-à-dire tout ce qui est écriture, étant donné qu'il faut faire d'efforts, donc on ne va pas, sauf dans les milieux très militants et dans les milieux convaincus. Regardons le comportement des gens qui luttent, en Kabylie par exemple. Moi j'ai souvent vu des manifestations de personnes violentes, des gens qui risquaient leur vie, qui risquaient d'être blessés, et puis avec répétition, pour les aspects identitaires, mais aussi pour les aspects linguistiques. Mais ces mêmes gens-là n'envoient pas, par exemple, leurs enfants poursuivre les cours d'euthanasie. Il faut se poser la question, pourquoi? N'oublions pas qu'il y a aussi l'aspect économique. On envoie les enfants suivre des cours en berbère, mais à la fin du cycle, il n'y a pas de débouché, sauf devenir enseignant de berbère eux-mêmes. Mais là, dans ce cas-là, on reste en vase clos. Donc un jour ou l'autre se posera à nous la question des débouchés économiques. Il y a aussi l'aspect économique. C'est ce qui est arrivé aux baptistes. En 1979, ils ont formé énormément de cadres en arabe, mais qui se sont retrouvés chômeurs. Ils ont donc fait ils ont organisé une grande grève en 1979 pour arabiser totalement l'arabisation de l'administration algérienne. Donc ça va nous arriver aussi, un jour ou l'autre. Donc cette question-là de généralisation de la langue des débouchés, elle va vers là. C'est pas parce que nous aurions un chromosome qui nous empêcherait d'écrire. C'est parce qu'on n'en voit pas encore la nécessité, sauf pour les gens les plus avancés. Voilà. Donc l'espoir est encore là quand même. Sinon, faites là. Merci. Je repasse la parole à monsieur Hamza. Hamza, il est là. Il est là. Oui, juste après, monsieur. Rapidement, si dans l'ancien temps, les berbérophones, Kabyles, Chaoui, Chaouia, Mozabite, etc., Chitoui, etc., si dans l'ancien temps, l'oralité était la seule façon, disons, de communiquer, maintenant, il y a tout un autre tas de modes de communication, etc. Alors maintenant, bon, quand je regarde la télé, à supposer que je sois en Algérie, ça fait une trentaine d'années que je n'ai pas été là-bas, mais je me renseigne toujours, je m'informe sur ce qui se passe là-bas.
Eh bien, quand je regarde les médias, quand je lis la presse, quand j'écoute n'importe quoi, mais tout est en arabe, y compris, c'est comme au Maroc. On va vous faire un journal dit en amazigh, en langue amazigh, et on va envoyer un correspondant, quelqu'un interviewer un berbère, berbérophone, qui parle berbère, et on nous fait entendre la traduction en arabe. Et c'est dit être un journal amazigh. Mais tout ça est bien calculé par, encore une fois, l'arabo-islamisme. Voilà. Mais bon, on a beau tourner le problème, bien sûr, il y a des problèmes bien spécifiques à la linguistique, à tout ce qui est sociologique, économique, etc. C'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Mais le but final de ces dirigeants, des dirigeants nord-africains, c'est de finir par arabiser dans l'âme tous les berbères, à commencer par les berbérophones. Alors maintenant que les gens ne lisent pas ce qui est écrit en berbère, je rejoins ton intervention ici là sur ça, mais c'est parce qu'on ne leur a pas donné les moyens de le faire. Quand on va à l'école, on apprend l'arabe, mais quand on sort de l'école, pourquoi veux-tu que deux jeunes qui sortent, qui peuvent être arabophones, puisqu'ils vont à l'école en arabe, pourquoi veux-tu qu'ils parlent en kabyle? Au nom de quoi? Moi, quand j'étais à l'école, sorti de l'école, les écoliers entre eux parlaient kabylo-français, français-kabyle, plus le français que le kabyle. Mais ce qui manque pour que les berbérophones, les jeunes kabyles, pour qu'ils puissent effectivement lire, faudrait-il leur donner les moyens de pouvoir lire sortis de l'école. Si l'école était islamisée, le lapsus, eh bien, ils pourraient lire. Alors, je reviens sur autre chose là. En 62, quel était le pourcentage d'Algériens arabisés? Arabisés de façon littérale, pas uniquement de la parlotte là, du dialecte arabo-berbère algérien, dialecte algérien. Combien y en avait-il? Et maintenant, regardez tous ces jeunes qui ont été à l'école en Algérie, eh bien, ils peuvent tous parler en arabe. Voilà, ils sont cultivés maintenant en arabe. Voilà. Donc ils peuvent lire des documents, tout ce qui se produit en arabe, etc. En Algérie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mais c'est qu'on fait tout pour arabiser, je me répète encore, dans l'âme, les berbères à tel point qu'un Algérois qui vient de Kabylie, peut-être pas lui, mais disons ses grands-parents, eh bien, refute sa kabilité. Il te dit, moi je suis arabe. Attention, arabe, ça ne veut pas dire uniquement parler l'arabe et être musulman. Allez dire à un Ivoirien, à un Sénégalais, un Ivoirien, je prends cet exemple-là, qui va à l'école en français et qui est chrétien. Allez lui dire que vous êtes latin, européen, français. Il va vous dire non. Allez voir un Algérois qui baragouine un peu l'arabe d'Alger, là, l'Algérois, j'en fais partie, mais moi, j'ai adopté une autre solution. Eh bien, allez lui dire qu'il est kabyle. Ah, mais non, c'est un peuple d'arriéré de tout ce qu'on veut, etc. Donc, pour pouvoir, c'est politique. C'est politique. Il faudrait qu'on impose, entre parenthèses, une lapalissade aussi, là. Allez dire aux Russes, vous êtes slaves, donc on va enseigner la langue slave, qui est le russe en Russie. Allez dire aux berbères algériens que la langue berbère est une langue nationale, mais c'est se moquer de qui? Mais bien sûr que c'est une langue nationale, puisqu'on reconnaît que les Algériens sont berbères. Par contre, ce qui manque, le Maroc l'a fait, mais le roi du Maroc, il est très fort pour diviser, pour que la monarchie existe éternellement au Maroc. Ils font exprès de diviser les Rifins, des Souassa, des gens de Sousse, des Imaziram, du machin, de l'Atlas, etc., etc. Mais c'est l'IRCAM, là où je ne sais pas comment ça s'appelle, leur institut royal là, de Tamazir. Mais ils font tout pour diviser les gens. Et que la monarchie perdure, c'est leur seul moyen d'unification au Maroc. Voilà. Merci. Merci à vous, monsieur.
passe juste la parole au monsieur au fond. Je vous en prie, monsieur. Juste pour sortir de ce discours. Non, je vais parler sans, c'est pas grave, la salle n'est pas assez grande, trop grande pour. Juste pour sortir de ce débat arabo-musulman, pas arabo-musulman, je crois qu'il y a quand même mieux si on veut s'en sortir. Par exemple, on parlait tout à l'heure du rapport au livre, et c'était indéniable que le rapport au livre, s'il n'y a pas de besoin de livre et de lecture, pardon, il y aura du mal à rendre utile la standardisation. Moi, ce que je voudrais donner comme début de réponse, moi je suis sûr et certain que si on partait de l'excellence kabyle, qui n'est pas une imagination, c'est une réalité, et pourquoi, moi qui ne suis pas kabyle, je peux me le permettre, d'accord? Donc pourquoi on ne partirait pas de l'excellence kabyle pour penser Silicon Valley kabyle, création d'applications iPhone, etc. en kabyle, et on verrait dans le cadre de la recherche scientifique, etc., la promotion de l'écrit, etc. Et cela, bien entendu, pour faire la promotion du seul kabyle. Alors maintenant, les autres dialectes. Est-ce qu'il n'y a pas eu part d'angélisme quand on s'attarde un peu sur l'histoire des Berbères en Afrique du Nord, 3000 ans d'histoire, et pourtant on est resté à l'oralité? Est-ce que ce n'était pas justement cette fragilité des Berbères, est-ce qu'elle n'est pas venue de ce seul rapport à l'oralité? Et est-ce qu'après tout, on ne laisserait pas s'affronter les dialectes de telle façon que le dialecte le plus proche d'une langue, enfin d'une standardisation, prendrait l'emporterait sur les autres et s'imposerait à tout le monde, d'autant plus qu'il prendrait le chemin scientifique. Plutôt que de rester à attendre des États ici, pour des raisons politiques ou pas politiques, bien entendu tout le monde a sa lecture des choses, mais je crois que la réponse, elle pourrait aussi venir des Berbères eux-mêmes, en prenant en charge par des applications, en prenant la technologie comme appui, et ils pourraient avancer. Voilà ce que je voulais dire. Certes, ce que vous venez de dire sur la technologie et de l'appropriation de l'outil par le locuteur pour faire sa propre promotion et implémentation, je crois que nous avons déjà des pas qui sont à signaler au niveau de l'écriture, au niveau de la diffusion sur le web. Il y a un travail de PhD qui a été élaboré par un étudiant kabyle à l'université d'Aix-en-Provence. C'était sur la visibilité web des Kabyles et de son relais sur les aspects de l'identité berbère. Quant à l'oralité, l'oralité n'est pas une fatalité, c'est un fait qui a appartenu à toutes les sociétés. La différence est que certaines sociétés ont avancé et d'autres non. Les raisons sont multiples. Tous les pays que nous connaissons, qui sont considérés comme les plus civilisés, dont la France, les approches ethnologiques qui ont été faites des répertoires oraux sont immenses. C'est des cultures qui ont diffusé pendant des siècles et des siècles des savoirs recueillis de l'oralité et qui vivaient dans une oralité totale. À partir de la période médiévale et les Lumières, qui a diffusé l'écriture, la lecture, les premières bibliothèques qui ont existé, c'était des bibliothèques ambulantes. Ces sociétés étaient encore dans un état d'oralité. Et à partir du moment où, en 16, tous les moyens ont été mis et la France a quitté le monde de l'oralité qui est devenu l'apanage de la ruralité. Dans ces périodes-là, c'est parce qu'on décide de donner des moyens à une langue, gouverner avec, et la preuve, ça se perpétue dans les zones berbérophones, pas uniquement parce que c'est une fatalité, mais parce que c'était le seul moyen dont ils disposaient pour exister, pour transmettre et perpétuer leur code. Comme vous le savez, le plus grand livre qui aurait pu être écrit par les Kabyles, c'est le Qanun, les droits coutumiers. Je ne vous l'apprends pas. C'est un droit qui a été transmis de façon orale, dont même les femmes connaissent les moindres textes, et il aurait pu être écrit, ça aurait peut-être égalé... mais il n'est pas écrit? Non, non. Il y a des milieux maraboutiques qui ont transcrit le texte,
mais il n'est pas considéré comme l'ultime ouvrage kabyle par excellence. Voilà, il y a des références, par exemple le texte sur l'exhérédation des femmes, le jour où un groupe, ce n'est pas mon domaine, je préfère ne pas piétiner, mais je vous livre cette information. Quelques tribus se sont réunies pour déshériter les femmes et ne plus leur permettre d'hériter des terres familiales. Ça s'appelle la loi de l'exhérédation des femmes. Elle a été rapportée de façon écrite, mais je ne connais pas jusqu'où allait la scripturarité de ce document. Est-ce que sur place il a été produit de façon écrite ou pas? Je doute fort. Donc l'oralité c'était le seul moyen de transmettre. C'est pour cela d'ailleurs que la chanson a été le plus grand véhicule de la culture berbère, y compris à sa période revendicatrice. Il me semblerait que l'administration française a fait noter pas mal de canons et en a particulièrement. Oui, voilà. a fait noter, mais oui, quelques-uns. Mais ils n'ont pas été produits parce qu'on parle des conditions de production, de transmission et de réception dans des documents écrits, qui les a écrits et où et qui les a lus. C'est ça, la transmission écrite. Et justement, on arrive à ce problème, c'est qu'on n'a pas le produit, donc le livre, si je peux parler comme ça, et la langue pour le lire, quoi. Je veux dire, en mettant de côté l'arabe, le français ou tout autre. C'est donc qu'il n'a pas été transcrit de l'oral kabyle à un écrit kabyle. Oui, il a été transmis oralement. Il y a peut-être, comme je disais, des tribus maraboutiques ou non, hein, peut-être, qui disposent d'un lettré qui a pu noter des chapitres. Durant la période coloniale, dans les campagnes de pacification, il y a eu beaucoup de collectes faites par de nombreux militaires et scientifiques qui étaient en mission de pacification, et ils ont noté beaucoup de poésie, beaucoup de qanoun, ils ont pris tout ce qu'ils avaient entre les mains. Et quand il a été produit, c'est du droit coutumier, oral, qui est connu. Sa transmission se fait, elle est formalisée par la réunion de Tejmet, de Toufir, de Dehache, et c'est comme ça qu'on connaît le droit coutumier kabyle, parce qu'on participe, avec l'âge, on a le droit de participer à l'OFA, à Tejmet, à Tejmelis, les discours sur les amendes qu'on doit payer et tout, on connaît tout ça à force de fréquenter. Et si on veut un jour prétendre à des responsabilités tribales, il faut que tu maîtrises cet arsenal juridique qui n'est pas écrit. Mais t'es là où, Piscatel, hein? Ah non, c'est un ordre phallocrate. Les femmes n'ont pas droit de citer. C'est pas demain la veille. Les comités de village ne comportent toujours pas de femmes. Mais les associations de village, c'est autre chose. Hein. C'est un autre débat. Enfin, je préfère ne pas partir dans ce domaine qui n'est pas le mien. Je risque de faire des erreurs. Et pour mieux intensifier la voix féminine justement, on passe à Madame Trompette, elle demande une intervention depuis tout à l'heure. Allez-y, Madame, je vous en prie. Non, mais je prends la parole. Juste après. Voilà, j'ai demandé la parole depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, ok, on va. Voilà, on avance. Je vais être bref en fait. Moi, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de la réalité de la demande sociale en fait en Kabylie. C'est vrai, pourquoi on demande par exemple à l'État algérien d'utiliser la langue berbère au Kabyle, ce qu'on veut, l'utiliser par exemple dans la signalisation routière, alors que les Kabyles, les commerçants kabyles ne l'utilisent pas par exemple voilà, devant leur vitrine. Ça c'est un petit problème parmi d'autres. Moi je voudrais aujourd'hui, je pense que ça serait dommage qu'aujourd'hui on ne parle pas d'un phénomène qui caractérise aujourd'hui l'oralité kabyle, qui est l'alternance codique, ce qu'on appelle en anglais le code switching. Voilà, donc on est pratiquement ici tous issus du milieu universitaire, on a tous étudié la langue française, quelques-uns la langue anglaise, mais je remarque malheureusement que les Kabyles, notamment, que je connais très bien, que je suis Kabyle, donc qu'on utilise une langue
qui n'est plus la langue kabyle, malheureusement. Alors, on ne peut pas parler d'une nouvelle langue parce que ce n'est pas tout à fait une langue. D'ailleurs, elle a un nom en linguistique, le code switching ou l'alternance codique ou l'alternance des langues. C'est pas vraiment une langue, mais elle influence notre langue. Je sais pas, en fait, moi je me demande, j'ai plusieurs questions en fait sur ce point. Alors déjà, est-ce qu'on peut se dire militant de la cause berbère, de la cause kabyle? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut s'appeler berbériste ou kabyliste si on utilise cette pratique langagière, si je peux dire? Alors, et ça c'est ma première question. Ma deuxième question, quelle est en fait la part... Expliquez le code switching, qui n'est pas connu de tout le monde. Je l'ai dit, c'est l'alternance codique. Code, c'est langue, c'est l'alternance en alterne. Alors oui, je peux donner une définition, c'est quand dans une conversation, plutôt dans un échange verbal qui peut être une conversation, un débat, un discours, on peut alterner deux langues différentes, ou trois. Hein, donc, ça a été fait donc, ici même, tout à l'heure, il y a des personnes qui ont parlé en français, d'autres en demandent 2-3 phrases kabyles. C'est tout simplement ça. Il y a des choses qui se comprennent. Hein. Il y a une alternance codique justifiée, nécessaire, qui est une nécessité linguistique. Liée au contexte. Au contexte, au manque du vocabulaire. Il y a une alternance codique qui, à mon sens, ne l'est pas. Et je pense que ce serait très intéressant en fait que vous nous parliez de cette alternance codique, notamment dans les conversations privées, dans les émissions télévisées. Je parle notamment de la Berber TV. Je parle de la chaîne 4 également, de la radio numéro 2 algérienne. Voilà, donc nous expliquer en fait qu'est-ce qui a amené les Kabyles à oublier leur langue. Parce que personnellement, je parle de mon expérience, moi aussi j'ai étudié le français, et je suis étonné en fait comment on est passé de lycéens qui fuyaient le français et l'arabe pour se secourir de la langue kabyle, en classe notamment, quand le prof nous demandait de parler en français ou en arabe, on avait toujours une langue de secours qui était le kabyle. Donc, notre langue faisait refuge. Aujourd'hui, si c'est le contraire, j'ai tendance à entendre de plus en plus en fait, dans des conversations kabyles, entre kabyles, sur des choses simples de la vie quotidienne, des phrases en français, des mots en français. Qu'est-ce qui nous a amené à ça? Quels seront les effets en fait dans les années à venir de cette pratique, en sachant qu'en Kabylie même aujourd'hui, il y a des familles entières qui parlent à leurs enfants en français, donc la langue kabyle devient minoritaire au sein de la famille. Il y a des Français, il y a des Kabyles, moi j'étais étonné de voir qu'il y a des Kabyles dans la langue maternelle et le français aujourd'hui, en Kabylie même. Donc, où ça va nous amener tout ça? Est-ce que réellement aujourd'hui la vraie problématique c'est l'écrit, la graphie? Ou est-ce qu'il faut peut-être secouer les Kabyles et leur dire tiens, vous voulez rester Kabyle ou pas? Je sais pas, je me pose des questions. Merci. Ce sont des questionnements qui nous éloignent pas de beaucoup parce que ça nous ramène très 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 vite à la précarité de nos systèmes de transmission, à la précarité du bagage conceptuel de la langue. C'est très très difficile de faire de l'abstraction. Je peux traduire un poème, c'est très difficile de traduire Emmanuel Kant, c'est un petit exemple dans le berbère. Voilà, on revient toujours à cette histoire d'implication, de mise en place de moyens. C'est pour ça, c'est pas uniquement une question d'État, c'est-à-dire tout système d'organisation qui donnerait les moyens à la langue berbère. Je peux parler aussi du mécénat, c'est-à-dire tous les gens qu'on peut solliciter et qui ont des moyens et qui peuvent donner de l'argent, des fonds pour soutenir, comme il se fait dans toutes les langues, toutes les cultures, des mécènes. Ça a aidé aussi la langue française à une époque, ça aide aussi dans tous les pays. Il y a des mécènes qui soutiennent des projets, une encyclopédie. Je ne sais pas, est-ce que
les personnes qui ont des capitaux qui sont kabyles peuvent dépasser certaines choses et confier à des projets des moyens et de l'aide. Pour revenir, vous avez cité tout à l'heure 2 organes de communication, à savoir, toute proportion gardée, mais je les cite parce que vous les avez évoqués, c'est Berbère TV et Tamazirkat. Ce sont des chaînes différentes. L'une est une chaîne de l'État et l'autre est une chaîne qui appartient à un groupe capital. Ce sont des producteurs, des gens qui ne sont pas là pour défendre la langue berbère, mais pour faire du capital et pour faire passer des projets, même si les émissions se font en kabyle, mais ce n'est pas un premier souci. La façon avec laquelle parle celui qu'on invite ou l'animateur, l'essentiel c'est de satisfaire le premier besoin qui est plus lié à la frustration du manque d'émissions et tout. S'il y avait un choix réel, on pouvait choisir entre les chaînes, c'est pas tout le monde qui regarderait des médiocrités sur Tamazirkat, mais que peuvent regarder les gens. On revient à la précarité, le vide, et malheureusement le bilan est négatif, quoi. Qu'est-ce qui reste maintenant? Le travail à l'échelle individuelle, essayer d'impulser des dynamiques collectives en partant de l'individuel, se saisir des moyens. Il ne faut pas avoir honte de dire que j'utilise Internet, que je discute sur Skype avec un écrivain qui est à Montréal, qui est à Washington. Il faut décomplexer le rapport à ces choses-là. Ça ne garantit pas votre... ça n'entame pas votre authenticité, ni votre côté, disons, artistique. Voilà, il ne faut rien ménager. Tous les moyens qui se présentent, il faut les utiliser pour la promotion de la langue, en attendant que les choses... ça ne va pas tomber du ciel, mais ne pas baisser les bras, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. On est un bon week-end de printemps, je serais avec mes enfants en pleine montagne. Si je peux juste me permettre, alors, parce que nous sommes tous ici, je pense, concernés par cette pratique. Et en réalité, vous n'avez pas en fait expliqué. Vous avez demandé la raison, oui. Pas que les raisons, mais on est tous concernés. Alors, moi j'aime bien parler en kabyle, alors j'ai pas d'effort à faire à ne pas user de l'alternance publique. Ça nous ramène à la représentation. Je vous donne l'exemple des comités de village à qui on confie avant, prenez un homme dans une tribu qui était connu pour sa clairvoyance, son parcours intègre, sa sagesse, son pacifisme, mais pas sa passivité, son pacifisme. C'était différencié et discerné. On faisait appel à toutes ces valeurs pour qu'il puisse représenter sa tribu. Maintenant, on prend quelqu'un qui parle français, qui peut faire un PV de réunion de comité. Voici le seul critère. Parce que le jour où on devait discuter de l'assainissement du village, il a parlé en français. Donc c'est une question de représentation et la notion, ce n'est pas valorisant de s'exprimer tous les jours en kabyle dans les villages. On peut entendre une jeune fille dire à une autre personne « tu parles l'amzemraf », tu parles comme une vieille, parce que tu ne mélanges pas le français ou l'arabe dans tes propos. Mais est-ce que nos élites, par exemple, politiques ou même les personnes qui sont actives dans le domaine culturel, linguistique, ne font pas pareil? Je ne connais pas d'un politique kabyle qui a une fois, comme ça dans sa vie, parlé en kabyle pur. Ils en parlaient quand ils en avaient besoin. Peut-être avec des vieilles, avec des personnes âgées peut-être dans le village, mais en tout cas quand ils prennent la parole comme ça pour parler en kabyle, ils font un mélange, ils font pas l'effort de parler en kabyle. Et bien sûr le kabyle, on ne peut pas demander à l'État de valoriser notre langue si nous la valorisons pas. C'est ce que je veux dire. Je parle pas, moi j'ai parfois des discussions avec des amis comme ça sur le sujet, on me dit toujours, voilà, on ne peut pas dire tel mot et tel mot et tel mot en kabyle. C'est même pas une question de mots, parce que le vocabulaire c'est réversible. On peut revenir en arrière dans 5 siècles, si on utilise 50% de vocabulaire français dans 5 siècles en kabyle, on pourra, comme l'ont fait les Turcs, pour les mots arabes, les remplacer par des mots turcs. C'est ce qu'on fait actuellement avec les mots arabes.
on a remplacé, on a introduit Azul, Tanmiels, etc. C'est pas vraiment un problème de... Là, on parle vraiment d'utiliser, de parler en français, parce que c'est le français qui se plante petit à petit la langue kabyle. Donc, est-ce que c'est pas une première étape? Moi, c'est ce que j'aimerais... En fait, c'est dans ce sens-là que j'aimerais orienter la discussion. Est-ce que c'est pas une première étape vers la disparition de la langue orale? Parce qu'il y a des gens déjà qui me disent, des personnes qui ont mon âge, qui me disent c'est moche. Quand tu dis un mot en kabyle que moi j'ai entendu toute ma vie, et ils me disent c'est moche, et ils préfèrent le mot français. Alors où on va quoi? Donc tout simplement. Voilà. Merci. C'est toujours la question des représentations. Vous avez parlé des partis politiques, c'est exactement la même chose comme pour les télévisions. Les partis politiques, que demander à des partis politiques qui ont leurs électeurs en Kabylie, la composante kabyle, et qui se disent ne pas être des partis kabyles parce que c'est connoté, stigmatisant pour eux, parce qu'ils s'inscrivent dans un projet d'État-nation, ils veulent s'intégrer à un projet d'État qui les a réprimés. Je ne suis pas à peine de citer les partis, vous les connaissez. On ne va pas leur demander de faire la promotion d'une langue qu'ils vivent très mal, qu'ils n'intègrent pas dans leur projet politique. Je n'ai pas vu de programme du RCD ou du FFS en kabyle, je ne les ai jamais vus. Il ne faut pas trop leur demander, déjà qu'ils ne changent pas leur nom, le nom de leur parti, c'est déjà beaucoup, hein, parce que les noms des partis, ils ont une histoire qui est puisée dans la Kabylie, que ce soit le FFS ou le RCD, c'est exactement la même chose. Donc leur demander de participer à la promotion de la langue, je pense qu'on les prend pour ce qu'ils ne sont pas, hein, c'est-à-dire des partis kabyles. Et dans cela, je passe la parole à Madame Azul Flaoun, ثم زواروث بغي غادي باللي سيزك اللي تحسي غادي نهضروا سيزك ميت بدا من الهضور قارن تقبايلي اللي ماني تهضر بالفروميث نغرايا وثاروميث. Sauf, je demande pardon à quelques-uns qui ne comprennent pas français, mais au départ, nous connaissons un milité avec un car, un slavi, un chien, un taqbaylit. الناس تمزوروث الناس ثقافة الخضية الناس مفوس إزمر الحال أن ذي دي شو يغيبونك سنشتاقي les Kabyles, c'est de parfaits linguistes, de parfaits au niveau de l'expression. Les langues. D'ailleurs, il y a notre histoire, il y a un site nada, mais نحفظ تمسليت بين غير كذا أتنسخدم أتنساوي. Or, ثورة نبض المحال. يخاطر أقلع ذي الدونيث مكيسقال la communication. La communication politique, économique, sociale, culturelle. تقبيلي ثاقي أثن ولد ديجا لي ميديانا ياك لي برودكسيوننا نتسوقي كان كولتوريل زدكرك ويهين تيهين ثورة الانترنت تاقي لها مي نكونيس القبايل ولا في اين كنت ولق ديال الانترنت مي ولا يوث كي كان الحاجه ابغى الدره سمحتي لي ماني وتكسضر عن انشتا دقويلي خدمن بالمولود الناس le folklore n'est pas la culture d'un peuple. Il en est au mieux la caricature, au pire la négation. الانترنت كي قام توري الى الانترنت هوزمون نفرح ما اذا كانت سوالي كان كني يمكن نتوركو تقبيلي ثقيل في الهضره فرانشمون يا جويه طاسه شد النيض ايش بيد بون نوض نلحو شوط اسنسوقي مسبات كاتو غا تقبيل لنا اتنسيوض انقي الطب قندرت القبايل نغساكيا لو كانوا نروح سي قبايليين سي لا غراند كابيلي بين لا بتيت كابيلي نكشفير من كل ما نروحو تدرت النظام اد نوغال اد نقارن كيا قندرت ندرت النية وينات النية نوغال فقندرت القبايل سي دانكير كامل من غاسيت غير ما هضرت مالي كان دوية
si zigzag almida, c'est le cauchemar. Alors que les défilés, ما والي ثق نضربني القبايل ناس تاعي انا تمسليت نغط الدوردين ما نوالي ثق ندير باكستانيزي تروح موفمون بيربير تلسن ثق ندير افيك دي مانش باكستان يا جوست ايش بيضبو القبايلي ثاقيهم اتسندو سي القلب تونس الى قلق دي الموند لا كومونيكاسيون الى قلق بيلاتنا قلق او كوتيديان ما مليله نكذوارا نكذيروميين نكونيس القبايل اكواس الا كنهضر طاروميث يخاطر ما كاين الا ان دو توجور دوينا صورة من اللي نكذيروميين مشي القرن لا ماجوريتي لامبورت وكي كان سي الكود ديدوكاسيون من اللي نكذوارا بن يكذارا من لو كود ديدوكاسيون لامبورت مي ما والي شحال القبايل نقيم كوا شحال القبايل هذه يوم وارا نغادي ونورومي انا قيمه نهضر سلسله بوياض ايش بيضه بور اغبداكي نكون هادي فرون ثيرسيه كي نشد نكوني الا قتنفت نكوني سي فري كلانينيا quand on a une faute à donner on a toujours un dos devant soi c'est vrai politiquement l'histoire politique je rejoins Michel Aflaq en 46 la politique Michel Aflaq le panarabisme et si ni de Jamal Abdel Nasser et les autres les gardes frontières يبويني يكون نزرا ويني داير نوس نزميرا راه مغليا لما لو كانت تنبدو شوات مي كل يوم وبات سا بورت c'est un quotidien, c'est être la Kabylie, c'est une respiration, c'est un état d'esprit. من قارد زيك ما كان يبقشيش تنوضنا مي هضر نسقبيلات تسي قاره تهضر في المغرب مي كاينين ديال فاميلتيو قرني يايا اشهر يايا خاطر سكسمي تكره حمله غير كان كدي مغارم حمله غير كان كنت مغارم وزميل غير تهضر طاق بين نور تسوفغا غير يون المثل وزميل غير تهضر غير سلمانه مي au contraire il faut qu'on en fasse une force pas un complexe mais qui m'a dit يون ديني غيايا je le prends comme un compliment فرحه ملي غاستين سينما الا بالنور نسلك ماليس ما يموت يتجد الراويس je pense que الكوليس القبايله ياك الا قد نخدم comme un effet de contagion ونستخدم الشمه je reviens à un problème économique parce que ta قبايلي ماشي كان culturel effectivement شي بنا ما كيكون زميره لا نرفد المنه ولا قرونا ما الا économiquement parlant les riches kabyles c'est les oursins de الجوهنسن ويفنيك سان لي بوست الهان اوليو داوين خدمنا كا ونسملي ليارا يخاطر الشباير ضبون نسادا وزرا نسيت نبو تيسنات اثن كينيج تبقوا باغ اكزومبل يبغى نخدم الحوايج كاين الانترنت نغ لي لون ميتراج نغ لي كور ميتراج نغ لي فيلم استقبايليت اي با اطاس يبغى نخمنين الهان تعرف ديما نسن دي لي بروبليم امي باغ اكزومبل ما خدم ان روبورتاج scientifique التوالي بيان كل لي انترفونون من القبايل دي سوميتي أنا نتانترفيوفي أنا نهضر دونك يزديس ونخدم على الدوبلاج خاطر تنستروميت نهضر استقبايلي في لونفيرونمون فيا في حنا نخدم الدوبلاج يبدا فيني ما نسندي البروبليم اشوغ خاطر ولا تهضر ستروميت ومن بعد ديك سيكشن سين ولا القبايلي الا قد يعاود ذاك الشغليس الا قد نعاود نخمم ياك القبايله تاعي سكاسمي يقولوا لي ماس ندونيف سي كيلكو شوز d'aindividuel d'associatif de collectif ادو غالو القرايه نتقبايليت ملي كان مدينه الصح لا مره روح غنغرق تقبايليت غتسالو ماشي كيبويخت غريت سميتها 11 سفره اللي تدار اللي تساوي ويدني تسميليتين نساد داير الكارنت تمازيغ لي كاركتير تيفينا 11 سفره سيتي انتردي ليبوك مدير نتسالو تنحفظيت يصوضيتي تشفير يتاويتي الكارضه سميتي فوق البروميير تكنيي ديال مي كاينين اللي الشفير ونحوج على لاكول ونحوج على كارت لي طالاكول نتحفظيت ديك السفره اي اون ايتي كونسيون بلي لو كون خطف ليا سنمذ مي حفظيت دونك ماشي بلاكولي كوارم باغ كونطخ يزمر الحال بوتيتر القبايل كغرام
ne serait-ce même dans le cadre associatif, mais on sert l'État, on sert l'académie, on sert où on former les enseignants. Il a quand même formé le fier au fous. Ma lire sur internet, je donne un exemple, c'est une petite parenthèse, mais c'est révélateur. ولا غيون إصغار تقبايليف أصدقاء لاني روميول لان قبايل أصدقاء أثان لا لتر تي إني يسنتسالو تي لي معني نقراس تسو مي نزمير أنا نقبلايلي باسكو سي با غي تي après le reste c'est des prononciations spécifiques à chaque village نقولي لي تموت نقول نقرا تسو إيه هذا الناس كامل سكيني لا لتر L et il y a Montazous Carne et elle on le prononce yeux. Non, c'est pas tout le monde qui prononce. Donc il a sur des choses comme ça. Il a ne serait-ce qu'à d'autres niveaux. Vraiment pour l'affaire d'État dans l'Afrique du Nord. Déjà, nous connaissons les associations qui sont di Toulouse, di Bordeaux. خدمنا شويه de temps en temps un colloque عرفنا السملين وريو l'idée كتحفظ الغاشينيه في ونواوال ولكن زمرات نخدم ونحواج l'état algérien ولا l'état français. Excusez, on est toujours retenu par le temps. Merci pour vos remarques. ندير سفندير يسفندير دي شويه الخدمه مازال بنبداو في الدمير بخاطر اطاس الهضر مي il faut les actes aussi. Je passe à Kérim. Juste un point que je voulais éclaircir. تاكي اليوم سلايس تقبايليت ماشي باس ماشي سيني خدمة سلايس تقبايليت شحال من قرنيت عطاس الغاشي لاكي وفهمنا راه يكون نتا لي زاسوسياسيون تعرض الغاشي ماشي على القبايليت دي تسنا رغبنا لو كان خير تخدم الصومي تكاودي لا بغي غاسلم وانا يخدم غير كان لي سراكين تقبايليت وتدغى والتروميت أنا ما يلي سي اون تيرمينولوجي ونا ثلاث مرة يزمن الحال ميم تصغر في تداويت وداتي نسدو كني لا سراتي ديت نعصروميت ماذا يجد لي ديفيرونس برونونسياسيون نوتاسيون ثورة ميلا ولي داكي صغرين دوك لي وين السنن لا نوتاسيون يوزوال تبان لي ريكومونداسيون ديالنا الكويس دوكيومون تشطح لا لي دوكيومون ثم إلا وين ديكر الصباح تمدي تدي صغار تمازيغ ثور شكارة كي يسدو تمثال لا ياكي ولا شو غيلي لا خطير زرنا ويلي تاود ويض ولا شو غيلي فقنا لاكي نسوسلي. Et à Toulouse on est dans cette démarche là. Oui. Toujours avec Karim. Oui, donc je renouvelle un peu le bienvenu à Nassera qui vient chez nous à Toulouse. Takim Saha encore pour votre intervention et les éclaircissements que vous avez permis sur beaucoup de points. Donc j'ai suivi votre conférence depuis le début. J'ai quelques questions, à savoir la première question. J'ai pu comprendre que vous aviez dit comme quoi le fait d'avoir plusieurs dialectes, donc par rapport à la standardisation de la langue berbère, donc le fait d'avoir plusieurs dialectes et peut-être plusieurs façons d'écrire la langue berbère en fonction des sensibilités de chaque région, que ça pouvait donner de l'énergie en fait donc à la langue berbère et en conséquence donc à sa promotion. Par rapport à ça, il y a quand même un inconvénient, à savoir que si on permet à chaque région, on va dire Ishaouiyen, Mzaviyen, les Touaregs, d'écrire la langue berbère, donc à leur façon de l'écrire, donc de produire à leur façon, ainsi de suite, il me semble que quelque part, en fait, on crée quelque part une certaine division, donc division des berbères, déjà rien qu'en Algérie. Voilà, donc la division des énergies en fait, division des énergies, donc la perte de l'énergie en fait,
Parce que si chacun écrit la langue berbère à sa façon, bah, je sais pas, par exemple, les Chaouiens, moi personnellement, voilà, s'ils écrivent, enfin, si chacun écrit la langue berbère à sa façon, donc il y a une perte d'énergie d'une part, parce qu'il faut quand même des travaux pour promouvoir chaque entité, voilà. Et d'une autre part aussi, ça évite de créer des synergies entre les régions, donc entre les différentes parties de ces régions-là, alors qu'avoir une seule langue, ça permet de concentrer donc les travaux, les énergies vers cette langue, par conséquent d'avoir plusieurs productions donc, dans cette langue. On sait qu'il y a un côté affectif de chaque région, ainsi de suite, mais malheureusement, voilà, pour avoir une langue et pour vraiment concentrer tous les efforts pour avoir plus de production possible avec tous les problèmes que vit la langue berbère, la langue tamazight en général aujourd'hui, il me semble que c'est la meilleure solution. Donc moi, mon avis, ça reste comme ça, donc je vous laisse un peu peut-être débattre sur ce point. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est quoi? C'est quand tamazight a été mise à l'écrit, je ne sais pas en quelle année ça a débuté, j'ai pu comprendre que le premier livre est sorti en 1948. Donc je voulais savoir, donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, l'option a été, enfin le choix a été d'utiliser la langue latine donc pour tamazight, c'est bien ça. Donc j'aimerais savoir... je marque juste un petit point d'ordre. L'État algérien n'a pas opté pour un caractère. C'est une politique de non-gestion. Ils ont laissé ça au terrain. Comme une majorité... c'est justement ma question aussi je voulais poser par rapport à ça. Ça s'appelle une impulsion... ça s'appelle une impulsion par le bas. C'est-à-dire ils ont laissé le terrain... Enfin, vous êtes certainement plus connaisseuse que moi dans ce domaine parce que vous avez des écrits, vous êtes dans le domaine depuis des années et tout. Mais moi, à un moment, j'ai pu comprendre quand même que pour Ilzaïr, enfin, entre parenthèses, après il y a une question qui vient derrière, j'ai pu comprendre que l'écrit en latin aujourd'hui en Algérie, ça a été choisi grâce à une lutte de linguistes berbères. Donc, comme Mouloud Mamri, les pionniers de la langue berbère, qu'à un moment, justement, l'État algérien voulait qu'on écrive, que la langue berbère soit écrite en arabe. Alors, corrigez-moi si je me trompe. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, le choix en latin, ça a été fait grâce à une lutte, grâce à des combats, donc des linguistes donc berbères. Donc, ça, c'est une chose. Alors ma question c'est quoi? Donc vous venez de confirmer en fait ce point. Ma question est quoi? Aujourd'hui, donc tamazight comme elle est écrite, c'est quoi par rapport à d'autres régions comme plutôt comme les Chaouiens, les Touaregs, les Mzavines, ainsi de suite, c'est quoi la sensibilité? Est-ce qu'elle est bien acceptée telle qu'elle est écrite aujourd'hui? Parce que visiblement, on connaissait leur vaïeul, plus ou moins on l'accepte telle qu'elle est écrite aujourd'hui en latin. Donc ça c'est une question. Le problème ne se pose pas. Pourtant, il y a des gens qui appartiennent au milieu baptiste, arabiste, mais ils sont devant le fait accompli ces années. Le problème qui se pose, c'est que le terrain de l'éducation nationale, c'est des terrains à enjeu. C'est des directions de l'éducation, c'est des milieux d'inspecteurs, d'enseignants, avec des projets sociaux et des visions du monde pratiquement différentes. Les gens qui appartiennent au monde francisant ne sont pas contre le latin, au contraire. Les autres ne peuvent pas s'exprimer parce que la mouvance sociale est impliquée dans l'écriture en latin. Si j'ai inscrit ça dans la grosse démarche de gestion de la Kabylie, on essaye de faire passer les caractères arabes en douce. C'est-à-dire, sinon, comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait qu'on retranscrive la partie latine en arabe à un public qui ne va pas l'utiliser? Et qu'on ne peut même pas dire que c'est pour les Mozabites qui veulent que ça se fasse en arabe, alors qu'il n'y a plus d'enseignement chez les Mozabites. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, il s'agit d'une gestion géopolitique de la notion de la langue et de la transcription. Ils ne peuvent pas débarquer un beau matin et dire puisque
c'est ici que l'enseignement est suivi. À 98% d'enfants scolarisés de la Kabylie suivent des cours de berbère. 98%. Et avec des enseignants qui sont formés au département de Tamazight. Donc en fait, les Chaouiens, ils n'utilisent pas tel qu'elle écrit aujourd'hui. Alors la zone Chaoui, c'est la zone qui cristallise le plus ce tiraillement. Il y a des gens qui enseignent en caractère arabe, il y a des profs qui enseignent caractère latin, il y a des profs qui au début enseignaient en caractère tifina, mais... Et la cool, quoi. Oui, on est bien oui. d'accord. Donc c'est la région où se retrouvent tous les tiraillements, et que dans chaque ville, comme Batna ou comme Gardaya, Khanchla et tout, il y a des forces dans les directions de l'éducation qui gèrent ces notions et qui essayent de parrainer des enseignants, de les aider, ou bien on promet un poste à quelqu'un à condition qu'il enseigne en caractère arabe. Ce sont des éléments que je ne peux pas confirmer, il n'y a pas de données. J'ai des difficultés à obtenir des données chiffrées en Algérie pour l'enseignement mazir. Hormis rien, aucun document n'a été rendu public, aucune évaluation. J'ai pu obtenir des documents qui sont passés comme ça, mais publiquement, rien n'a été rendu public. Pour tout le monde, il y a un enseignement dans toutes les régions berbérophones. D'accord. Et d'après vous, il y a le caractère tifina avec l'écriture en latin. En quelques phrases, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients d'utiliser soit tifina, soit l'écriture en latin? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué la forte adaptation des caractères latins avec 2 ou 3 signes diacritiques qui facilitent, qui rendent totalement la prononciation du berbère. Ce qui n'est pas le cas des tifinards qui ne sont pas vocalisés, à moins d'ajouter en plus, c'est déjà des signes géométriques qui ne disposent pas d'une cursive, c'est-à-dire attachée. On rajoute encore des voyelles, c'est-à-dire on modifie le caractère tifinard. Et les lettres arabes, j'ai donné juste l'exemple de la voyelle allongée qui ne rend pas la voyelle du berbère. Après, j'ai une autre, peut-être une petite intervention, plus quelques questions. Il faut qu'on arrête le dialogue, sinon je vous laisse finir, mais sinon ça va être un dialogue entre tous les deux. Non, il n'y a pas de souci. Les autres. Il n'y a pas de problème, je continue ma question quand même. Donc, moi, ma première remarque par rapport à l'éléphant en général, donc on est tous d'accord aujourd'hui que, par exemple, les Mourth, aujourd'hui, les gens ils parlent en français, quoi. Parlent beaucoup en français, surtout les étudiants, ainsi de suite. Il y a quand même une disparition du parler en kabyle, quoi. De plus en plus, il y a un peu ça. Donc moi, j'ai une petite... c'est pas une critique, mais une petite remarque. J'ai l'impression, par exemple, pour la petite enfance, par exemple, pour les enfants, ils font des BD, ils font des petits livres où ils racontent des petites histoires, des trucs comme ça qui initient un peu l'enfant. Donc, finalement, si nous, on veut, par exemple, promouvoir la langue kabyle, il y a peut-être ce travail à faire dès l'enfance. Et qu'est-ce que j'ai... Pardon je pense qu'on est toujours retenu par le temps. Merci, mais je vais répondre rapidement. Lina, j'ai posé au Gourg de Rimen. Il y a des projets en cours. D'accord, très bien. Il y a des auteurs que je connais qui écrivent et qui ont des projets au four qui ont refroidi et qui n'ont pas été édités parce que les gens ne disposent pas de moyens. Ok, et une dernière question. Quelle est la place aujourd'hui face à tous les problèmes que vit la langue berbère, la langue kabyle? Je m'excuse parce que c'est un point très important. Qui est d'après vous, parce qu'on parle du folklore, ainsi de suite, de la musique, de China en général, qui est d'après vous le poids de China aujourd'hui dans un monde conflictuel aujourd'hui, face à l'économie, face à tous les modes de communication modernes, ainsi de suite. Parce que moi, il me semble que, d'après mes propres constatations, il me semble que China, c'est la composante, il me semble, c'est parmi les composantes des Qimen qui maintiennent la culture berbère au mode propre. Merci Karim pour donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voilà. Et je finis, merci. On passe à la conférencière pour faire une dernière intervention. Alors, le registre de la chanson, je pense que hors conférence, vous pouvez parler avec M. Mahana Mahfoufi, vous aurez de très très bonnes et belles réponses parce que moi je l'ai déjà écouté.
fait des années, il est venu à l'ENALCO, je l'ai écouté ailleurs. Il va vraiment vous apporter de bonnes réponses. Rapidement, Ken, la chanson, même si elle a toujours son statut et tout, mais il y a des chansons de toutes les circonstances. Mais chez elle a la chanson engagée. Même l'évolution, c'est que les autres registres de chant prennent leur place aussi parce qu'il y a des besoins. Et voilà. Et tant que le berbère n'a pas encore de réels moyens, ils vont continuer à utiliser les canaux traditionnels, c'est-à-dire la chanson, les blagues, ce sont des canaux de maintien. Je dis de maintien parce que ce qui est maintenu risque de se perdre au faute de s'améliorer. Donc je laisse M. Mahfoufé vous faire une deuxième conférence après. Merci pour vos interventions si pertinentes. Je pense qu'il est temps de mettre fin à la conférence, au débat. Merci pour votre présence si chaleureuse encore une fois. Merci à Nassera pour sa venue, pour son parcours, pour son combat. Et d'ailleurs, je lui passe pour un mot. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux, pour votre présence, pour votre attention. L'association qui m'a invitée à Katé est porteuse d'espoir. C'est une nouvelle génération, c'est des jeunes. Je ne même pas ce je ne me rappelle même pas. Et puis les autres qui ont le même âge qu'elle. Ce qui est étonnant aussi, c'est porteur d'espoir. Chaque génération, on est les derniers des Mohicans. Je vais caricaturer le film. Finalement, non, il y a toujours une relève. Et puis, c'est des jeunes qui se débrouillent très très bien. J'ai été en contact surtout au Ftad, Ahmed, Slimane et tout. Je suis vraiment très satisfaite et contente de connaître ce potentiel qui existe à Toulouse et avec d'autres associations éguilennes, je pense. Il y en a 3. La compétition, je vais entendre parler de tout ce que vous allez faire. On espère être à la hauteur. Il marche pas. Merci à vous pour votre présence et j'insiste à le dire, c'est la première fois que depuis mon arrivée à Toulouse, depuis que j'ai assisté à des conférences, c'est la première fois qu'on accueille un si fort nombre d'audience. Donc merci pour votre présence. Je vous informe que demain, le 18 mai, il y aura un événement aussi, toujours dans le même parcours, le parcours de combat pour l'identité, pour la mazérité. C'est le forum de langue avec monsieur Alem Rebah. Donc soyez nombreux aussi demain. Merci à Nasser Abrous, merci à vous et l'espoir est présent. Ah oui, c'est à la montagne de Bahia. Excusez-moi, je veux juste prendre la parole. Je suis la vice-présidente de l'association ATT. Je voulais vous remercier tous d'être venus. Et je vous remercie aussi, Madame Nassira Abrous, pour votre intervention. J'espère que le débat a été enrichissant pour chacun de vous, que vous partirez plus enrichi en culture et pour toutes les questions que vous vous êtes posées. Merci. Je n'ai pas eu Le plus pratique parce que la seule langue que vous savez, c'est l'arabe. يعطيكم الصحة دي الجو يعطيكم
Bonne conférence et Bon, mais qui j'ai rien à dire apparemment. Garde mec là, garde jus, garde. Personne n'est agressé, ça va. Ça va, ouais. استماس ميسلنا استماس رجعتك استعارة تتكسر خلاص تبريو تبريو Et dans la conférence, il n'y a rien à dire. Une conférence de qualité. Bon, j'avais des interventions. Laissez faux, quelqu'un, laissez faux. درمير حلوان أكيد صورة والله ما تدير ديركوا ها هو تصبح وسيليني لا تفيد لي عمري كيزوي Demain, t'es prêt? La femme de ce malade. Et alors, je sais pas. C'est bien. C'est en direct. Avec Aziz. Avec Aziz Tariq. C'était qui? Non, non, il est venu pas exprès, mais comme il s'est changé. أنا واحد C'est moi qui devrais veiller. Je pense que tu vas envoyer la Ah ouais. c'est du café. Il est pas bon? Si, il est bon. C'est pas celui-là ou celui-là. Ah, mais il y a des gâteaux ici, hein? Non, 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 c'est pas du vin. Ah, d'accord. Du vin, c'est du café. Mais il n'y a personne qui vous accuse, hein? Vers la caméra. Voilà, c'est du café. Plus simple. C'est pas une bonne occasion pour boire du vin. Mais pourquoi pas? Moi, je pense que c'est Ah ouais? Ah oui. Bah, dans une conférence, ça ne donne pas envie, non? Non, mais du champagne alors. Je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais pas.